Donc juste un petit mot justement sur ce programme interinstitut, donc Synergie bio, non bio. Donc, comme vous voyez le descriptif complet qui s'affiche en fait dans le titre de la diapositive, donc c'est un programme qui regroupe différents instituts techniques avec trois objectifs principaux, donc c'est-à-dire de renforcer les collaborations entre ITA sur la production et la valorisation des références produites en agriculture biologique, et surtout favoriser les connaissances et j'allais dire le partage de références entre ces deux modes de production, donc AB et non AB. Et par la suite, améliorer voilà, la visibilité en fait, de ce qui a pu être produit par l'ISITA sur ce sujet-là. À savoir que pour les 2 premiers items, quand nous avons commencé à travailler dans le cadre du programme, ça nous a donné l'envie justement de créer une série de webinaires donc thématiques, c'est-à-dire que le programme est en place pour 5 ans, donc l'idée, ça serait d'avoir une série thématique par an. Et pour cette année, vous l'aurez compris, donc le thème qui a été choisi, c'est ce qui concerne l'évaluation de la résilience et l'évaluation de la résilience au changement climatique en particulier. Donc, ce programme, il est copiloté donc, par l'ACTA et par l'ITAB. Et vous avez en bas le bandeau qui vous montre voilà, l'ensemble des instituts techniques qui sont partenaires donc, de ce programme. À savoir, cependant, que pour cette année, il y a quand même une particularité, c'est-à-dire que l'évaluation de la résilience, ce n'est pas un sujet qui intéresse que le programme Synergie bio-non-bio. Pour la réalisation de ces webinaires, donc, on s'est associé à un deuxième programme interinstitut qui s'appelle Multiperf et qui étudie entre autres le sujet de la résilience, mais pas que. Donc c'est pour ça que vous verrez sur l'ensemble des diapos apparaître les deux logos. Alors, l'évaluation de la résilience des systèmes, venons-en, j'allais dire, au fait. La grande question qu'on s'est posée parce que c'est une thématique en fait qui regroupe un pan des actions du programme Synergie bio-non-bio. Et quand on a commencé à s'y atteler, eh bien, on s'est posé la question en se regardant entre quatre yeux, comment fait-on en fait pour évaluer la résilience? Donc, on avait besoin, pour nous, en tout cas, de pouvoir mieux définir les concepts et puis aussi connaître un petit peu plus les différentes approches qui existent pour voilà, travailler sur cette question. Et l'autre question qui nous est venue assez facilement, c'est que finalement, quand on parle d'évaluer la résilience, on évalue la résilience par rapport à un, deux ou plusieurs aléas. Et c'est vrai que dans les discussions que nous avons eues, sans surprise, l'un des aléas qui est ressorti de manière assez vive, c'était le changement climatique. Donc, on s'est dit qu'on aimerait travailler cette thématique-là. Mais voilà, quand on parle d'évaluer la résilience face au changement climatique, eh bien déjà, il faut qu'on sache comment évaluer l'impact du changement climatique. En fait, c'est la première brique, j'allais dire, de la maison. Et donc, on a souhaité, pour le coup, pour nous et aussi pour pouvoir partager avec l'ensemble des autres collègues des instituts techniques, vous proposer donc voilà, une série de webinaires pour mieux connaître, d'une part, quels sont les outils disponibles et d'autre part, en fait, quelles sont aussi les approches que l'on peut mettre en place à l'aide de ces outils. Donc là, pour ce premier webinaire, on va se concentrer sur la première question. Voilà, quels sont les outils disponibles pour construire des scénarios d'une part et ensuite pour les évaluer? Parce que si vous n'avez pas pu construire vos scénarios, vous n'avez pas grand-chose à évaluer. Donc, on verra les deux types d'outils aujourd'hui. Donc, juste un petit rappel. Donc, aujourd'hui, on a ce webinaire donc, consacré à la présentation des outils. Et donc, on aura un deuxième webinaire qui aura lieu donc, le 31 janvier. Et cette fois-ci, là, l'idée, ça sera de vous illustrer l'utilisation d'un ou des plusieurs outils d'ailleurs qui vont pouvoir vous être présentés aujourd'hui au travers de cas concrets. Donc là, c'est-à-dire comment on réalise voilà, une étude sur l'évaluation du changement climatique à l'échelle d'une exploitation ou d'un territoire. Et il y aura un autre webinaire à suivre en février, mais la date n'est pas encore calée aujourd'hui. Petite précision aussi sur le déroulé du webinaire. Les questions, comme beaucoup de webinaires, seront à poser directement dans le chat et c'est l'animateur de la session qui va en fait les reprendre à la fin des différents exposés. Il y aura une courte session de questions après chaque exposé et il y aura une session de questions-réponses plus complète, donc à la fin de l'ensemble en fait des exposés. Et je vous remercie pour le confort de tous, voilà, de couper vos micros pendant les présentations pour pas qu'on ait de l'écho et que ça vienne notamment pas perturber les intervenants qui seront en train de faire les présentations. Et on va en venir donc dans le vif du sujet, donc au menu du webinaire de ce matin. Donc d'une part, vous aurez déjà une présentation donc, du panorama
de la boîte à outils donc Climatera, réalisée donc par Sophie Gendre d'Arvalis. Donc là, c'est une boîte à outils qui, voilà, qui recense une bonne partie des outils existants pour évaluer l'impact du changement climatique. Juste après, donc, nous aurons une présentation, cette fois-ci, de la bibliothèque GECO, donc, qui est consacrée au levier d'adaptation face au stress hydrique et au stress thermique. Donc là, l'idée, c'est de, quand je vous disais tout à l'heure, on a d'abord besoin de construire les scénarios avant de pouvoir les évaluer. Et bien justement, cette boîte à outils, elle va vous permettre de pouvoir savoir finalement qu'est-ce que vous allez vouloir tester comme levier dans votre scénario. Et ensuite, la présentation donc d'un outil d'évaluation, donc Clim Aléadiac, donc par Emeline Reber de Lidl. Et excusez-moi, la bibliothèque GECO vous sera présentée par Mathieu Hirschi de l'ACTA. Et ensuite, nous aurons la présentation d'une approche assez originale, donc un serious game qui s'appelle Resil Game, donc sur la thématique aussi de l'adaptation au changement climatique. Et c'est Vincent Lambretch, donc de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui viendra clôturer ce webinaire. Et j'allais dire sans plus de transition, je laisse la parole donc à Sophie Gendre pour la présentation de la boîte à outils Climatera. Merci Cécile. Donc bonjour à tous. Je vais partager mon écran si ça fonctionne. Normalement, on avait testé, ça doit fonctionner. C'est bon. Super. Merci Donc Sophie. bonjour à tous. Donc Sophie Jean, moi je travaille pour Arvalis. Je suis responsable du pôle agronomie qui regroupe les équipes fertilisation, gestion durable des sols et gestion de l'eau. Et je travaille aussi sur les questions voilà, de gestion de l'eau et d'adaptation au changement climatique. Et j'ai récemment repris la co-animation du réseau mixte technologique autour de l'adaptation au changement climatique avec Stefano Migliore du côté Chambre d'agriculture France. Donc moi, je vais vous présenter la boîte à outils Climatera. Sachez, je vais le redire, Climatera, c'est un... je remercie déjà Stefano Migliore de Chambre d'agriculture France qui m'a fourni une bonne partie des diapositives parce que c'est leur projet, c'est le projet Chambre d'agriculture dans lequel nous, on participe, mais vous verrez que on n'est pas les plus gros faiseurs de ce travail. Donc, Climatera, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est PNDR+, donc qui a pour objectif d'accompagner les exploitations agricoles face au changement climatique. Donc, c'est ce qu'ils ont noté à le module 1 du PNDR+, qui a commencé en 2023 et qui se termine en 2026, qui est géré par Chambre d'agriculture France, dans lequel voilà, vous voyez les différents partenaires. Et nous, Arvalis, on est intégré via notamment le RMT Climat et des travaux pilotés par l'IDEL autour de cas concrets justement de tests de différents leviers d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est quoi le projet? J'ai voulu juste refaire un point sur le projet avant de rentrer dans la boîte à outils. Donc, c'est vraiment un projet d'accompagnement des agriculteurs. Donc, l'idée, c'est ce que vous voyez. Donc, il y a plusieurs cibles. Il y a les agriculteurs, il y a les collectifs d'agriculteurs, les coopératives, les conseillers aussi, les lycées agricoles, fermes de lycées agricoles. Donc, les objectifs ce que vous avez, l'idée de ce projet, c'est que via tout le réseau Chambre d'agriculture, il y ait à la fin du projet 10 000 agriculteurs sensibilisés autour des questions de changement climatique. Alors, je n'ai pas dit, mais ce n'est pas que adaptation au changement climatique, c'est adaptation et atténuation au changement climatique, qui est 1050 projets de transformation des exploitations. 350 projets de transformation mis en œuvre de suivi. Donc, on essaye d'avoir quand même voilà, plus que des projets qui soient réalisés et de pouvoir analyser leur réalisation. Et 42 systèmes d'exploitation type pour la mise en œuvre des leviers, donc d'avoir une diversification des types d'exploitation qui mettent en œuvre ces différents leviers. Et ensuite, pour les conseillers agricoles, en 1600 conseillers sensibilisés et 300 conseillers enseignement formateurs formés. Et il y a un gros travail aussi en partenariat avec les lycées agricoles, donc il y a 250 établissements d'enseignement agricole qui entrent dans ces plans de transformation avec 5 démonstrateurs territoriaux autour de l'adaptation à l'atténuation au changement climatique. Donc c'est un gros projet. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet de développement autour de l'adaptation à l'atténuation au changement climatique. Alors, comment ça s'organise? Les chambres d'agriculture vont pas mal travailler sur les questions de sensibilisation pour ensuite mettre en place des plans d'action, soit individuels, soit collectifs, avec les agriculteurs, les accompagner dans la transition pour ensuite sortir des résultats du projet, faire de la communication et capitaliser à l'échelle française pour que ça se généralise sur beaucoup de fermes.
Donc c'est dans tout ce cadre-là, l'idée qu'ils se sont dit, c'est ben, on a quand même OK pour sensibiliser ou pour proposer des plans d'action, mais la question c'est qu'est-ce qu'on a. C'est vraiment un projet de déploiement, c'est pas forcément un projet de construction d'outils. Et donc l'idée, c'était de dire, ben voilà, déjà, il y a beaucoup de choses qui existent sur l'adaptation à l'atténuation au changement climatique. Donc plutôt que de recréer un outil de sensibilisation ou de recréer un outil permettant de réaliser un plan d'action, on va plutôt déjà référencer l'ensemble des outils qui existent en termes de sensibilisation ou d'adaptation au changement climatique. Et c'est de là qu'est née la boîte à outils. Donc c'est la boîte à outils Climatera. Vous avez le lien, je vais pas le faire en direct parce que c'est souvent quand on le fait en direct que ça ne marche pas. Donc, j'ai fait des captures d'écran, on pourra essayer à la fin d'y aller, hein. Donc, c'est une boîte à outils accessible en ligne, vous n'avez pas besoin de compte, ça c'est automatique. Donc, ce que vous voyez, voilà, elle est co-construite avec AT Climat, animation transversale sur l'adaptation au changement climatique. Peut-être que Mathieu Hirschi en parlera après, hein, de l'animation transversale. Donc donc vous pouvez cliquer, hein, sur plusieurs onglets. Donc vous avez soit à lire avant de commencer, soit vous pouvez prendre les outils de sensibilisation ou les outils de diagnostic et plan d'action. Et on va le voir après, vous avez un petit système pour vous permettre de vous retrouver dans l'ensemble de ces outils, parce que je n'ai pas compté, mais je dirais qu'il y a, à mon avis, entre 50 et 100 outils référencés à l'intérieur de l'outil. Donc c'est quand même voilà, assez complet. Donc, c'est quoi les outils qui sont référencés dans cette boîte? Donc, vous avez les outils de sensibilisation et de diagnostic en lien avec le changement climatique. Et donc, il y a certains outils qui vont être centrés sur la thématique, mais au sens large. Il y en a d'autres qui abordent soit l'atténuation, soit l'adaptation. Donc, il y en a certains qui ont les deux, il y en a qui ont que l'atténuation, que l'adaptation. Donc, c'est des choses qui vont être référencées dans la description de l'outil. Et sont aussi recensés des outils qui abordent une approche agroécologique ou en lien avec certains leviers d'action face au changement climatique. Donc c'est vraiment une boîte qui recense les outils et pas qui recense les leviers. Et on verra après, Mathieu présentera un autre outil qui recense les différents leviers. Je voulais vous montrer un exemple de fiche. Donc, qu'est-ce que là, je suis dans l'outil, donc c'est l'outil Arvalis, donc c'est pour ça, c'est un outil que je connais bien. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver à chaque fois que vous allez cliquer sur la fiche outil? Donc, vous allez trouver le nom, hein, de l'outil. Donc là, l'exemple, c'est l'outil Azalea. Vous allez trouver la structure porteuse. Ici, c'est Arvalis, parce qu'Azalea, c'est un outil de comparaison d'assolement vis-à-vis de la ressource en eau. Le type d'outil, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un outil de la décision? C'est pour qui? Donc c'est beaucoup des outils, ce qu'on disait, hein, c'est des outils d'aide à la sensibilisation au diagnostic pour les conseillers ou les agriculteurs. Vous n'allez pas forcément trouver les outils de recherche à l'intérieur, vous allez pouvoir trouver plutôt des outils de R&D, voire de développement, quoi. Donc cet outil Azalea, c'est un outil pour des groupes d'agriculteurs. Vous avez les filières concernées. Donc là, on est plutôt voilà, grande culture. L'échelle d'analyse, la finalité, si c'est individuel ou collectif, sous quel format vous pouvez y accéder, les types de livrables que l'outil va vous donner, la durée pour faire une simulation sur l'outil. Est-ce que vous devez préparer des choses en amont ou pas? Le niveau d'expertise pour utiliser l'outil, est-ce que c'est simple d'utilisation? Est-ce que si vous n'avez aucune notion d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique, vous allez quand même pouvoir l'utiliser ou pas? Est-ce que vous avez besoin d'être formé ou est-ce que vous pouvez l'utiliser directement? Les conditions d'accès. Donc, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que vous avez besoin quand même d'un compte, d'une formation? Enfin, quelles sont les conditions d'accès? Le coût. Et ensuite, vous avez une petite description et vous allez avoir pour chaque outil le contact de la personne ressource que vous pourrez aller solliciter si vous avez des questions sur l'outil, si vous avez essayé de l'utiliser, que vous n'avez pas tout compris, si vous avez des propositions de suggestions, voilà, d'évolution de l'outil. Et vous pouvez partager, donc pour le moment, c'est pas tout à fait, on n'a pas trop de retours, mais vous pouvez partager le retour d'expérience sur l'outil. Donc vous pouvez cliquer, ça vous permet de noter l'outil et de dire si vous avez été, enfin voilà, si ça a été simple d'utilisation ou pas, si vous avez eu des difficultés d'utilisation. Et vous pouvez aller, ça vous renvoie vers un lien, soit le lien de l'outil, soit le lien
qui fournit des informations sur cet outil. Donc là, par exemple, pour Azalea, si vous cliquez, vous allez vous retrouver sur notre site internet Arvalis avec un article sur l'outil Azalea, parce que, comme vous voyez, le condition d'accès, pour le moment, il est réservé aux partenaires du projet. Donc, on est en cours de discussion sur l'ouverture de l'outil. Donc, c'est pour ça que ça ne renvoie pas sur l'outil. J'avais cliqué sur un outil, par exemple, IDEL, je ne sais plus exactement, ça m'a renvoyé vers une vidéo YouTube. Voilà, donc ça peut renvoyer, en tout cas, ça renvoie souvent vers soit de l'information supplémentaire, soit vers la page outil. Et ensuite, vous avez un petit outil qui vous permet de choisir l'outil. Donc, vous avez une entrée par filière. Donc, vous pouvez choisir un outil qui concerne. Alors, ça va pas forcément. Il y a des outils multifilières que vous retrouverez derrière chacun de ces petits onglets. Néanmoins, là, si vous voulez avoir une spécificité par filière, vous pouvez choisir. Ça vous aide à choisir l'outil. Donc là, par exemple, si on clique sur Grande Culture, ça va vous proposer soit un outil dit de sensibilisation, soit un outil plutôt orienté diagnostic et plan d'action. Donc sensibilisation, c'est plutôt je fais le constat ou je calcule ou j'essaie de calculer les indicateurs pour faire prendre conscience de l'évolution du changement climatique, mais je ne propose pas de levier pour m'adapter. Et on est plutôt sur diagnostic et plan d'action, on est plutôt sur une orientation autour de quel levier, comment je les mets en œuvre et quel retour sur mon exploitation. Et ensuite, ça va vous proposer, est-ce que c'est en accès libre ou est-ce qu'il y a des conditions d'accès particulières? Et à partir de là, ça va vous donner voilà, la liste des outils que vous pouvez trouver. Là, voilà, je vais cocher sensibilisation, il me semble. Détails. Et si vous cliquez sur en savoir plus, vous arrivez sur la feuille que je vous ai montrée sur l'ensemble des outils. Donc aujourd'hui, cette boîte à outils, elle a été produite par Chambre d'agriculture France, mais elle rassemble l'ensemble des outils existants, que ce soit des outils Chambre d'agriculture, que ce soit des outils instituts techniques, que ce soit des outils coopératives. Donc les chambres ont fait un gros travail pour récupérer l'ensemble des outils existants actuellement et disponibles en France. La communication est en cours sur cette boîte à outils. Donc, Stefano Migliore, qui est en charge du projet Climatera, commence à communiquer sur cette boîte à outils. Il y aura une communication aussi pour ceux qui participent au réseau mix technologique sur l'adaptation au changement climatique la semaine prochaine. Cette boîte à outils, elle se veut vraiment complémentaire avec la bibliothèque de levier que vous allez voir, qui va être présentée par Mathieu juste après. Donc, c'est vraiment quels disponible. Et ensuite, vous pouvez aller, voilà, ça vous permet de référencer les différents types d'outils et choisir l'outil le plus adapté, vous, à votre demande ou à ce que vous voulez faire. C'est vraiment une boîte à outils à destination des agriculteurs et des conseillers, pas forcément des chercheurs. Vous n'allez pas trouver tous les modèles. Je vous donne un exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'allez pas trouver les modèles biophysiques par exemple, Stix. Vous n'allez pas retrouver Stix dans la boîte à outils parce que c'est un modèle qui est plutôt utilisé dans la recherche, qui est utilisé pour faire des simulations de changement climatique, mais plutôt à vocation d'experts que de gens qui veulent voilà, des outils de sensibilisation. Et aujourd'hui, ils sont en cours de réflexion autour de la mise à jour de la base à la suite du projet, voilà, de comment ils vont réussir à maintenir cette base, la mettre à jour, parce que des nouveaux outils, il y en a régulièrement. Aujourd'hui, si vous allez sur la base de données, vous allez trouver le mail d'une personne. Si vous souhaitez voilà, ajouter des outils, si vous voulez modifier certaines informations sur l'outil. Aujourd'hui, c'est encore, enfin voilà, c'est géré. Et la question, ils ont fait un gros travail pour la créer, cette base, et maintenant, c'est question de, voilà, de réussir à mettre cette base. Voilà ce que je souhaitais présenter sur la boîte à outils Climatera qui aujourd'hui est en ligne. Donc, je ne sais pas si je regarde l'heure, j'ai peut-être une minute je vais voir si ça marche en direct. Puis après, Oui, je te remercie, Sophie, parce que c'était voilà, l'une des questions qui était posée dans le chat. Où est-ce qu'on peut la trouver? voilà. Alors, moi, Ouais, voilà. Alors, je peux vous remettre dans le chat. Je vais vous mettre dans le chat après
le lien, parce qu'il n'est pas facile à écrire, quoi. Enfin, voilà. Et Donc je surtout si mettrai, vous le tapez enfin si vous cherchez boîte à outils Climatera sur Google, enfin moi, il y a quelques temps en tout cas, on tombait pas dessus. Donc ouais, il faut ouais. aujourd'hui Je vraiment vais vous avoir la, le lien. je vais vous la mettre dans le chat. Et voilà. Et donc ensuite, vous accédez directement à ça et vous pouvez cliquer. Voilà, ça va vous donner l'explication de comment fonctionne la boîte à outils. Si vous revenez, voilà, vous avez les différents outils de sensibilisation avec la liste de outils qui existent aujourd'hui dans la boîte à outils. Voilà. Et je vous disais la mise à jour, oui, voilà. Par exemple, peut-être que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Climadiag, qui est un outil de sensibilisation qui a été financé par l'ADEME et qui est développé par Solagro et qui aujourd'hui est en partenariat avec Météo France. En fait, c'est Canary qui a évolué. Voilà, donc pour vous donner un exemple. Qu'il faut des fois remettre à jour parce qu'aujourd'hui, Canary est bien plus gros. C'est devenu Climadiac, c'est en partenariat avec Météo France et Solagro. Et vous pouvez rajouter des indicateurs. Enfin, par exemple, vous donner un exemple, en pommes de terre, c'est AgroTransfert et Arvalis qui avons fourni les types d'indicateurs à calculer pour pommes de terre. Donc, vous avez plusieurs, enfin, je parle de Climadiac parce que c'est un outil qui fait aujourd'hui référence dans les calculs d'indicateurs, notamment pour vos questions de sensibilisation, dont vous entendrez peut-être parler. Eh ben écoutez, Voilà. merci beaucoup Sophie. Et merci pour la transition que tu as faite vis-à-vis de la présentation donc, de Mathieu Hirschi qui arrive juste maintenant. Donc Mathieu, eh bien, c'est à toi pour la présentation donc, de la bibliothèque pardon, GECO. Je te remercie. Bonjour à tous. Donc effectivement, donc Mathieu Herchi, je travaille à l'ACTA et j'interviens dans le cadre de ce webinaire en tant que coordinateur des travaux de la recherche de la cellule recherche innovation transfert pour le réseau des instituts techniques. Donc pour rappel, la cellule RIT, donc recherche innovation transfert, c'est un partenariat qui a été monté entre le réseau des instituts, le réseau des chambres d'agriculture et INRAE, dans un objectif de faciliter la mise à disposition de ressources, de connaissances produites dans le cadre de nos réseaux de R&D. Et effectivement, dans le cadre d'un travail qui a été mené autour de l'adaptation au changement climatique, porté dans le cadre du Varenne agricole de l'eau, on a eu cet enjeu justement donc de produire un outil qui est de l'espace thématique GECO, qui met à disposition les leviers d'adaptation face au stress hydrique et thermique. Alors, est-ce que ça va bien passer? Voilà. Donc, comme je le disais, c'était un travail qui a été réalisé dans le cadre du Varenne agricole de l'eau. Dans ce cadre-là, dans le cadre de la thématique 2 en particulier, il y avait un enjeu de mise à disposition des leviers disponibles pour répondre à des enjeux d'adaptation au changement climatique. Et donc, on a été sollicité, donc, côté Cellulrite et après avec un partenariat avec le RMT Climat, pour effectuer un recensement des leviers existants et éprouvés. Et c'est important de préciser existants et éprouvés, et surtout éprouvés, dans le sens où il s'agissait surtout de produire un recensement qui était mobilisable par la suite pour répondre à des enjeux d'adaptation. Et on ne traite absolument pas d'atténuation, donc. On a fait le focus dans ce cadre-là sur deux aléas en particulier. Donc le premier qui était les stress hydriques, donc le manque d'eau, et le deuxième qui était les stress thermiques, donc les excès de chaleur. J'insiste sur le fait que ce sont des leviers techniques, on ne parle absolument pas de leviers organisationnels, on ne va pas travailler la question des leviers territoriaux, et surtout ce sont des leviers qui se voulaient être mobilisables pour des agriculteurs. Donc des éléments qui puissent être inspirants pour raisonner et reconcevoir des systèmes, ou du moins adapter des systèmes existants par rapport aux deux enjeux qu'on a mentionnés, manque d'eau et excès de chaleur. Donc le premier travail était de réaliser, enfin la première attente, en tout cas dans le cadre du Varenne agricole, c'était de réaliser ce recensement des leviers, donc qui a été réalisé entre 2021 et 2022. Sur la base de quels matériaux? Donc déjà les matériaux produits dans le cadre du Varenne, il y a 86 diagnostics qui ont été produits, donc qui venaient à solliciter les filières et les parties prenantes, donc qui pouvaient être des acteurs de la société civile, des associations, etc., des organisations syndicales. Et ces diagnostics visaient à questionner donc tous ces acteurs sur les leviers que eux-mêmes considéraient comme étant pertinents pour répondre à des enjeux d'adaptation. Donc c'était une première base de départ sur laquelle on a pu se fonder, donc pour identifier des leviers que l'on a ensuite consolidés
sur la base d'une bibliographie scientifique et technique. Bibliographie assez exhaustive s'il en est, mais que l'on a tout de même complété également par expertise, en particulier en mobilisant les acteurs du RMT Climat, justement pour s'assurer que les leviers qui ont été précédemment identifiés étaient pertinents, cohérents et surtout opérationnels. Donc ça nous a apporté cette nuance, en tout cas à ce recensement qui a été effectué, de sorte à ce que l'on a identifié in fine une centaine de techniques qui étaient mobilisables, qui sont toutes filières agricoles, hein, donc ça concerne à la fois les productions végétales et les productions animales, et qui répondent donc à cet enjeu de stress hydrique et thermique. Et ces 97 leviers, on les a ensuite répartis en trois échelles, ce qu'on a appelé des échelles d'action, échelle de l'exploitation, échelle de la parcelle ou échelle de l'animal. Alors, cette segmentation en trois échelles, dans certains cas, il peut quand même y avoir des recouvrements, étant donné que l'échelle de l'exploitation est plus à une approche stratégique. Donc, quels sont les choix que je peux faire justement pour, à l'échelle de mon exploitation et donc sur un temps plus ou moins long, raisonner les questions de stress hydrique et thermique, alors que les échelles de la parcelle et de l'animal sont davantage des éléments tactiques. Mais dans certains cas, évidemment, il y a des recouvrements parce que voilà, on n'est pas complètement dissocié entre choix tactique et choix stratégique. Ça nous a produit dans un premier temps deux livrables majeurs. Donc une matrice de levier, donc dans laquelle on a recensé l'ensemble des leviers, qui ont tout de même été caractérisés selon plusieurs éléments. Donc tout d'abord par des descriptions texte, hein. Quel est le résumé de la technique, quel est son mécanisme d'action, quelles sont ses limites, et également des éléments d'évaluation, donc quantitative et qualitative, autant que possible, hein. Dans certains cas, on est souvent un peu en difficulté pour produire ces éléments-là, en tout cas selon la bibliographie existante, et donc qui vise à définir quel est le coût de la technique, quel est son temps d'effet, quel est son délai de mise en place, est-ce que la technique identifiée peut être antagoniste avec des enjeux d'atténuation, par exemple. Et donc ça, c'est un document de travail qui est disponible à la demande, donc dans sa version la plus complète, et dans sa version la plus simplifiée, donc qui ne reprend que les techniques et les mécanismes d'action, les limites et les résumés de la technique. Ce sont des versions qu'on peut retrouver sur le site de l'ACTA ou sur les archives ouvertes HAL. Et ensuite, une deuxième production, donc, qui est l'infographie. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vue, parce qu'elle était très largement diffusée et communiquée, donc qui vise à mettre à disposition l'ensemble des matériaux qu'on a pu identifier, donc en termes de leviers existants, et qui aussi mettent à disposition, mettent en évidence les objectifs que l'on peut affecter à chacune des échelles d'action. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai consulter l'infographie si vous ne l'avez déjà vu. Et donc sur la base de ce premier travail, donc qui était intéressant mais incomplet, dans le sens que ces leviers-là, on a, voilà, à part les mettre à disposition, enfin à part les nommer et les organiser, il manquait la phase enfin, comment est-ce qu'on va plus loin entre guillemets sur la mobilisation de ces leviers, et en particulier quelles sont les ressources techniques qui sont existantes autour de ces leviers-là. Alors, on sait qu'il y a un certain nombre de ressources techniques qui existent, mais le constat qui a été fait, c'est qu'elles étaient en fait dispersées. Donc, étant donné qu'elles pouvaient être produites dans différents cadres, des cadres projets différents, des structures, enfin, portés par des structures différentes. Donc, il y a un foisonnement de ces ressources-là, mais surtout une dispersion. Et donc, il y a toute une réflexion qui a été portée sur est-ce que l'on peut produire un outil qui vise à mettre à disposition ces leviers-là pour un public divers et varié, en particulier un public de l'enseignement et du conseil, mais pas forcément que, et surtout produire donc cet outil-là dans un espace qui soit neutre et pas forcément créé pour l'occasion. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question, donc déjà dans un premier temps de rassembler ces techniques, sur la base du travail précédent. Donc on a repris nos trois échelles en répartissant donc par type de levier en fait. Donc là, alors, quand je parle de technique, c'est vraiment l'élément, l'objet élémentaire, hein. Donc c'est vraiment les 97 techniques. Donc c'est une pratique élémentaire, alors que le levier va être un regroupement de techniques. Donc c'est une sorte d'organisation qu'on a pu, qu'on a effectuée.
Donc par exemple, si on prend les leviers à l'échelle de la parcelle, donc il y aura le levier de l'ombrage et de la production sous abri, la gestion du sol, la gestion des couverts, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces leviers-là, on n'a absolument pas le temps pour le faire. Et donc, sur cette première base de rassemblement, de ressources techniques, si on ne veut pas passer, c'est posé ensuite la question de la mise à disposition, donc je vous disais, auprès d'un public du conseil et de l'enseignement, mais également un public de l'agriculteur qui est visé, mais ça restera un public secondaire dans le sens où les ressources qu'on met à disposition sont aussi des ressources qui ont besoin d'être recontextualisées, questionnées, et donc, alors évidemment, un certain nombre d'agriculteurs sont en capacité de le faire, mais c'est surtout une activité qu'on considère plus pertinente en binôme avec un accompagnateur technique du conseil. Donc, concernant le rassemblement des ressources techniques, il a été fait donc, sur la base des recensements existants. On s'est en particulier basé sur le recensement du RMT Climat, qui recensait les projets traitant d'adaptation au changement climatique. On s'est également basé sur d'autres recensements existants. On l'a consolidé de la même manière que pour l'identification des leviers par une bibliographie scientifique et technique, donc en questionnant à la fois les livrables, mais également les projets qui ont pu produire ces livrables. Donc là, on s'est intéressé à l'ensemble des projets nationaux, régionaux, mais également à l'échelle européenne, produits par tout type de structure, hein. On ne s'est pas du tout limité aux travaux des instituts, et évidemment complété également par expertise avec les membres du RMT Climat. Donc un recensement qui était très large, qui, après curation de tous les éléments récoltés, nous a amené à nous concentrer sur 121 projets et à peu près 800 livrables techniques, donc, qui ont été jugés pertinents. Donc c'est pour vous dire la masse d'informations existantes. Il y a beaucoup plus de livrables techniques, mais dans certains cas, voilà, il y a des redondances. Tous ne sont pas pertinents par rapport aux enjeux traités. Et sachant on s'est toujours limité aux enjeux des stress hydriques et thermiques. Donc les livrables sont sous différentes formes. Ça peut être des références techniques, donc comme je vous disais, hein, d'envergure nationale, régionale, voire par filière. Ça peut être des outils et des supports pédagogiques ou des guides et des outils d'accompagnement. Donc on ne s'est pas limité que à de la ressource technique, on s'est également intéressé à des supports qui peuvent justement accompagner la mise en œuvre et la mobilisation de ces ressources techniques via l'accompagnement et des approches pédagogiques. Et donc cette masse d'informations quand même très conséquente, il a été choisi de l'intégrer à la plateforme GECO. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la plateforme GECO, donc c'est un outil qui est associé à l'outil Ecofitopic. Donc, certes, Ecofitopic est orienté autour de la protection intégrée des cultures, mais GECO a une vocation d'être beaucoup plus large d'un point de vue de par le périmètre de connaissances traitées, étant donné qu'on s'intéresse de manière générale aux pratiques agroécologiques. Donc, c'est une base de connaissances qui vise à mettre à disposition des connaissances opérationnelles utiles à la transition agroécologique. Donc, à l'aide d'une envergure nationale, une approche multifilaire. Donc, c'est une plateforme qui est gérée par l'ACTA, mais donc il n'y a pas de. Enfin, on peut considérer que c'est une plateforme neutre dans laquelle il y a une diversité de structures de la R&D qui peuvent y contribuer et déposer des documents. C'est une plateforme collaborative et évolutive dans le sens où on n'est pas sur un fonctionnement d'archives. Donc, une ressource peut évoluer sous la forme d'une fiche, et au fur et à mesure de l'évolution de la connaissance, on va pouvoir la mettre à jour. Je le disais, elle est multi-acteurs, elle cible le public de l'enseignement et du conseil agricole et, in fine, le public des agriculteurs, enfin des producteurs. Donc on est cohérent avec l'objectif de mise à disposition précédemment cité. Et important, c'est surtout pas un outil de conseil ni sur lequel on pourra produire des préconisations techniques. C'est vraiment un outil où on met à disposition de la connaissance et ensuite les acteurs qui la consultent à charge à leur charge justement de faire cet effort d'adaptation, de contextualisation et d'appropriation nécessaire à toute remobilisation de connaissances. Et c'est surtout une plateforme qui est en accès libre et qui est également optimisée plutôt pour PC. Je vous déconseille de l'utiliser sur téléphone, c'est pas encore très responsive, mais on est en train de travailler à cet élément. Et donc, dans le cadre de cet enjeu de mise à disposition, on s'est posé plusieurs questions. Donc déjà, à quoi pourra ressembler cet espace-là? Donc on a travaillé avec des conseillers et des enseignants justement sous la forme d'ateliers et d'enquêtes pour concevoir cette structure d'outils.
Et on en a détaché deux objectifs. Le premier objectif, donc, c'est d'organiser les ressources existantes et surtout de faire des renvois vers ces ressources. Étant donné que la majorité de ces ressources sont déjà des éléments présents sur le web, qui sont hébergés soit par des sites d'instituts techniques ou autres, on considère qu'en fait ces ressources-là existantes, elles sont très bien présentes à l'endroit où elles sont, mais nous on facilite l'accès à ces ressources-là, donc en fait on est entre guillemets sous une optique de portail, et pour accéder à ces ressources-là, on a produit un schéma de navigation par exploration, donc une navigation par arbre en fait. Donc c'était un des premiers éléments qui était identifié dans le cadre des enquêtes qu'on a pu réaliser, c'était qu'il fallait que ça soit organisé, qu'il y ait une approche pédagogique fluide entre une question thématique qui nous amène vers enfin, vers des fiches leviers, qui ces leviers nous amènent vers des fiches techniques, qui in fine nous amènent vers des ressources, et avec des chemins retour entre ces différents éléments pour pouvoir naviguer et explorer au fur et à mesure. Mais également, la base de connaissances GECO permet d'avoir un accès direct, donc avec des filtres en fait, vers ces ressources-là. Donc c'est un portail, pour synthétiser, qui permet de découvrir, s'inspirer, comprendre, se perfectionner, selon les questions que l'on peut se poser par rapport aux enjeux d'adaptation avec ces stress hydriques et thermiques. Alors, trêve de bavardage, le mieux, c'est de pouvoir vous le montrer en vrai. Je vais juste changer d'écran. Donc, on C'est accède bon, sur la Mathieu. plateforme GECO via l'adresse URL geco.ecofitopic.fr. Le plus simple pour accéder à l'espace thématique, c'est d'aller dans le header, cliquer sur espace thématique, adaptation au changement climatique. On tombe donc sur la page d'accueil avec une petite animation donc, qui reprend les éléments que j'ai pu vous présenter, dans lequel on retrouve nos 12 leviers d'adaptation que l'on peut filtrer selon les différentes échelles souhaitées, donc l'échelle de l'exploitation de la parcelle de l'animal. Une petite présentation donc, qui recontextualise la vocation de cet outil-là, dans quel cadre elle a été produite. Et donc de ce fait, on peut aller ensuite naviguer dans l'arbre. Donc là, par exemple, je serais plutôt intéressé par l'approche de gestion du sol. Et donc on a 12 fiches similaires, donc nos fameuses fiches leviers, dans lesquelles on retrouve toujours la même structure. Donc de nouveau, une petite infographie qui nous présente la diversité des techniques ou des regroupements techniques qui peuvent être mis en œuvre. Donc par exemple, l'apporter de la matière organique dans le sol, favoriser le développement de mycorhizes, etc. Donc dans certains cas, ça nous renvoie vers des fiches directement, dans certains cas, ça va être des regroupements de fiches dans lesquels on va pouvoir ensuite naviguer. Donc, ça permettait d'éviter de trop surcharger l'infographie. Mais si on ne sait pas encore trop sur quoi cliquer, on a tout un élément descriptif justement en dessous qui nous permet donc de contextualiser l'enjeu de l'adaptation par rapport à cette question de gestion des sols. On va retrouver de nouveau des ressources documentaires, soit bibliographies scientifiques ou techniques, des renvois vers les fiches existantes, hein, donc on a toujours ces renvois possibles, et également des ressources transversales à ces différentes techniques-là, par rapport à ce levier-là. Donc ça peut être des ressources pédagogiques, donc là la fresque du sol par exemple, des projets en cours qui en parlent, ou d'autres éléments, donc ça peut être également des renvois vers de la boîte à outils. Typiquement, les outils mentionnés tout à l'heure par Sophie peuvent être envoyés depuis cet espace-là. Et de la même manière, ce sont des espaces qui peuvent évoluer, hein. Il y a tout un enjeu d'adaptation de ces fiches-là, enfin, de ce texte-là par rapport à l'évolution des connaissances. Imaginons que je suis plutôt intéressé par la question de la matière organique dans le sol. Donc, on arrive donc là vers nos fiches leviers, nos fiches techniques, pardonnez-moi. Donc, on en a 88. Elles reprennent toujours la même structure. On présente les productions concernées, quel est le levier considéré, donc améliorer les propriétés du sol. Donc là, on peut revenir vers la page précédente. Une courte description de la technique, avec autant que faire se peut des renvois donc, vers des fiches ou des ressources déjà existantes. Et surtout, le cœur de notre réacteur, c'est les ressources disponibles. Donc, autant que possible, on a des ressources qui sont générales, donc qui concernent toutes les filières. Donc, ils sont toujours catégorisés. Est-ce que ce sont des outils techniques, des ressources qui font appel à des outils techniques, des fiches techniques, mais également des approches par filière. Par exemple, dans la filière culture légumes, on a également des résultats d'essais, des exemples de mise en œuvre. De la même manière pour les grandes cultures, toujours des exemples de mise en œuvre, des outils techniques, etc. Et là, quand on clique donc sur une ressource, on est renvoyé vers la ressource existante sur le site qui l'héberge. Voilà, par exemple. Un rappel des mécanismes d'action de manière très synthétique. Quelles sont les conditions d'efficacité?
les limites identifiées à la mise en œuvre de ce levier-là, enfin en tout cas par rapport à la question de l'adaptation au changement climatique, quelles sont les limites qu'on peut notifier, et une approche, enfin quelques critères d'évaluation de la technique. Alors on a fait ce choix de cibler sur 4 critères: le délai de mise en place, le délai d'effet une fois que la pratique est mise en place, quel est son coût et son effet sur l'atténuation. Alors ce sont des éléments qualitatifs qui ont été produits par expertise. Et autant que faire se peut, on apporte des éléments de nuance, justement pour un peu apporter de euh, bon, voilà, pour nuancer le propos avec ces critères qui sont peut-être un peu simples, mais qui permettent d'avoir une vision assez rapide de la pratique dont on est en train de parler. Je vais m'arrêter là sur la présentation de l'outil. Alors sachez donc, comme je disais, qu'on peut aller dans la base de connaissances et ensuite, via des filtres, pouvoir requêter pour retrouver beaucoup plus rapidement les fiches, si on souhaite aller sur une ressource sans passer par l'arbre que je vous ai présenté juste avant. Et donc pour conclure, donc cet espace thématique, donc comme je vous rappelle donc le lien qui permet d'y accéder. Ce qui est intéressant, donc, c'est que c'est, comme je vous disais, un espace qui est évolutif. Donc, ce qui est à venir, c'est un enrichissement de nouvelles ressources techniques. Donc, en particulier dans le cadre de l'animation transversale climat, adaptation au changement climatique, il y a tout un travail de complétion de cette base qui va être réalisé et qui va dépasser les seuls stress hydriques et thermiques. Donc, on va pouvoir diversifier notre panel d'aléas qui sera traité. Et également se pose la question de renforcer cette boîte à outils des leviers par une approche autour de l'atténuation, donc qui serait complémentaire de cette approche d'adaptation. Donc je m'excuse, Cécile, j'ai un petit peu débordé et je vous Ça laisse va. poser les questions dans le chat si vous en avez. Je vous Ça remercie. reste raisonnable. Je te remercie, Mathieu. Pour le moment, on n'a pas de questions dans le chat. La présentation était très claire, hein, d'ailleurs, la présentation de Sophie aussi. Je vous en remercie. Et moi, j'avais juste une petite question, Mathieu. C'est quand tu dis que c'est une plateforme collaborative, c'est-à-dire que c'est, comme Sophie disait tout à l'heure, il y a un lien pour pouvoir proposer de nouveaux outils. Comment ça se passe? Alors, c'est de manière générale sur la plateforme GECO, en fait, donc certains d'entre vous connaissent parce que je les ai déjà mobilisés pour contribuer à GECO. En fait, c'est une plateforme pour laquelle il n'y a pas entre guillemets, de structure éditoriale figée. Donc, en fait, enfin, tout un chacun peut souhaiter contribuer à la plateforme pour faire du dépôt de connaissances, donc pour compléter des fiches ou pour créer des fiches. Donc ça, c'est côté Acta qu'on gère cette activité d'enrichissement. Et en fait, il suffit de nous contacter, donc plutôt en envoyant un mail ou en envoyant un mail sur la plateforme, sur le mail générique GECO, pour demander à être contributeur. Donc il suffit de créer un compte, on affecte des droits de contribution. Et ensuite, tout individu travaillant dans le réseau, dans un réseau de R&D, et en particulier donc les instituts, hein, sont éligibles à devenir contributeurs et donc peuvent ensuite faire évoluer les ressources à leur gré. Alors évidemment, c'est d'autant plus organisé quand il s'agit de la plateforme, de l'espace thématique, où là, entre guillemets, on centralise et comme voilà, il y a un groupe de travail autour de cette plateforme, de cet espace-là, on centralise et on évite, disons que vous pouvez venir contribuer et déposer vous-même un document, mais c'est plus appréciable si on a un échange avec les personnes désireuses de le faire, pour justement voilà, garder la cohérence, si on peut dire, de l'outil. Donc Bah c'est une écoute, petite structure merci. éditoriale qu'on a créée pour notre espace. Alors, il y a deux questions qui sont arrivées dans le chat. Je vais prendre la deuxième parce que je pense que tu pourras y répondre peut-être plus facilement. Est-ce que vous prévoyez un lien avec UE Farmbook pour échanger ces infos au niveau européen un jour? Ça n'a pas été fait, ça peut être prévu, effectivement. On est plutôt Juste, resté à la dimension nationale en termes de diffusion, en tout cas pour GECO. Vas-y, ouais. Sophie. Oui, parce que ça fait le lien. On est dans un projet européen qui s'appelle Climate Farm Demo, qui est géré par l'IDEL, dans lequel il y a le développement d'une bibliothèque de leviers d'adaptation et d'atténuation au changement climatique.
à l'échelle européenne et dans laquelle moi je suis en charge de la question des bibliothèques de levier d'adaptation et bien évidemment que c'est ces leviers-là qui ont été remontés et qui sont étoffés à l'échelle européenne. Donc pour la mise à disposition à l'échelle Europe, notamment avec les différents projets qui font pas mal de bibliothèques sur atténuation, nous on a ajouté l'adaptation. On va essayer de voilà de mettre en ligne sur les outils préexistants, enfin voilà, de refaire le lien au niveau européen sur toutes ces bibliothèques. Ah bah, c'est super. Et il y avait une deuxième question. Avez-vous, mais là, je pense qu'elle s'adresse à vous deux pour le coup, à Sophie et Mathieu. Avez-vous une idée des outils et ou ressources, j'allais dire, qui sont les plus utilisés à l'heure actuelle? Alors, il y a marqué par filière. Je dirais déjà, vous avez moyen de le suivre, ça? Soit Non, par moi la je voie. moi Hmm. j'ai aucun moyen de le suivre. Sur la partie sensibilisation, je pense, mais c'est mon avis personnel, que les deux outils les plus utilisés, enfin aujourd'hui, Climadiag fait partie des outils qui vont être les plus utilisés. Et à voir comment évolue Climat 21, qui est l'outil des chambres d'agriculture. Savoir s'il prend en compte la nouvelle trajectoire d'adaptation au changement climatique ou pas. Mais après, non, moi, j'ai pas de vision plus large que ça voilà, de pourcentage d'utilisation d'outils, quoi. Ça marche. Oui, Pas non, plus. de la même manière, on n'a pas ce traçage-là non plus. D'accord. Bah, merci beaucoup à vous deux. Et puis, je vais laisser la parole donc à Emeline Rébert donc, pour nous présenter l'outil donc Clim Aléa Diag. Et merci beaucoup, Emeline. Oui, bonjour à tous. Donc, Emeline Rébert, je travaille au service fourrage, pastoralisme, sol et biodiversité de l'Institut de l'élevage. Et je vais vous présenter des outils qui ont été développés pour adapter son système fourrager, notamment face au changement climatique dans les filières bovin-lait et bovin-viande. Donc, un petit rappel précis sur le changement climatique. Bon, on en a tous conscience, mais voilà, donc sur les 80 dernières années, sur l'été, donc entre 59 et 2023, on peut voir où se situent les 6 derniers étés par rapport aux autres années. Donc on voit qu'au niveau des températures, on est largement au-dessus des températures moyennes de ces 80 dernières années sur l'été. Pour les précipitations, ben, ça dépend des années. Des fois, on est en dessous, des fois, on est au-dessus des précipitations. Donc c'est un peu plus difficile à modéliser à ce niveau-là. Mais en tout cas, au niveau des températures, les tendances sont très nettes et vont à l'augmentation. Et donc, ça va avoir un impact sur la production fourragère et notamment donc, sur la pousse de l'herbe. Donc, cette courbe, donc, c'est la courbe de pousse de l'herbe. Donc, c'est des kilos de matière sèche par hectare et par jour, donc de croissance d'herbe. Et donc, la courbe bleue représente la courbe de pousse de l'herbe passée de ces dernières années. Donc, on voyait un arrêt de la pousse de l'herbe pendant l'hiver avec un pic au printemps vers le mois d'avril. Une baisse donc en avril avec au printemps donc les températures qui sont plus douces, la pluviométrie qui augmente et donc voilà des conditions optimales pour la pousse de l'herbe. Et puis après une diminution de cette vitesse de pousse de l'herbe avec une forte réduction pendant l'été et puis un regain à l'automne avec des conditions plus clémentes, des températures plus douces, une pluviométrie qui repart un petit peu. Et en hiver, un arrêt quasi total de la courbe de pousse de l'herbe, de la croissance de l'herbe. Et donc, quand on regarde donc les tendances, c'est des simulations qui ont été faites à partir du modèle Styx. Et ben, on voit donc que le redémarrage de la pousse de l'herbe va être beaucoup plus précoce dès le mois de janvier-février, avec un pic de la courbe de l'herbe. Donc, si on regarde les prédictions aux années 2100, le pic de la pousse de l'herbe sera peut-être même en février. Donc, voilà, vraiment une avance en termes de reprise de pousse de l'herbe et de production de pousse de l'herbe dans le temps, avec voilà, une production plus importante au printemps. Et après, par contre, une chute plus brutale avec un arrêt quasi total de la pousse de l'herbe pendant l'été qui va être duré plus longtemps. Et, euh, et donc une reprise à l'automne qui va être un peu décalée dans le temps et potentiellement pendant l'hiver,
un maintien de la pousse de l'herbe sur l'hiver avec des températures plus clémentes au cours de l'hiver. Donc voilà, donc ça c'est des tendances. Donc on voit que voilà, il va falloir faire face à une nouvelle dynamique de pousse de l'herbe, à de nouveaux aléas, de nouveaux impacts, et il va falloir réadapter son système en fonction de ces nouvelles dynamiques. Et donc l'éleveur, il peut se poser une multitude de questions par rapport à ces tendances qu'on peut chiffrer jusqu'à présent. Donc, il peut se demander voilà, quels impacts ça va avoir, toutes ces sécheresses qui seront plus longues, qui seront plus intenses sur mon exploitation. Qu'est-ce que ça va impacter sur mon système fourrager? Combien voilà, de tonnes de fourrage je dois prévoir pour arriver à passer une année extrêmement difficile? Quel est le stock de sécurité que je dois pouvoir me faire, etc. Comment je peux prendre du recul sur le système fourrager que j'ai actuellement et comment je peux essayer de mieux y faire face? Donc, on s'est dit qu'il fallait essayer de mettre en place un outil qui permettait de réaliser un diagnostic de vulnérabilité pour essayer de voir voilà, comment la résilience un peu du système fourrager d'une exploitation face à un aléa climatique. Et puis l'éleveur, il peut se poser aussi d'autres questions. Donc par exemple, voilà, il a vu chez son voisin certaines pratiques, certains leviers qui avaient été testés, qui avaient été mis en place par leurs voisins, qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà, lui peut se demander comment ça fonctionnerait chez lui. Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que ça permettrait à son système d'être plus résilient? De mieux réagir et de mieux faire face à une année climatique particulière, etc. Qu'est-ce que ça peut changer sur son système s'il met en place certaines pratiques par rapport à sa situation actuelle? Et donc voilà, on s'est dit qu'il fallait combiner à la fois un diagnostic de vulnérabilité et aussi un outil de simulation de levier par rapport à un système actuel. Donc, il y a eu la volonté de développer des outils proactifs qui permettent d'animer à la fois individuellement et collectivement pour apporter des conseils sur la gestion et sur les pratiques des éleveurs. Donc, c'est dans le cadre de 2 projets qu'ont été développés ces outils-là. Donc, c'est des outils qui ont vocation d'être utilisés en ferme pour mettre en évidence un peu la vulnérabilité d'un éleveur face aux aléas climatiques. Et donc, ces 2 outils, c'est Fermadapt et Climavège. Fermadapt, donc porté par Valoriol dans la région Bretagne, et Climavège, donc porté par Végépolis Vallée dans la région Pays de la Loire. Donc voilà, ces outils ont été mis en place dans ces 2 régions-là, Bretagne, Pays de la Loire, et les 2 projets se terminent courant de l'année prochaine. Et donc, dans le cadre de ces 2 projets-là, ont été mis en place, donc développés 2 outils, Climaléa Test et Climaléa Diag bovin. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de Climaléa Test. Donc, Climaléa Test, c'est un fichier Excel qui a pour objectif de faire l'état des lieux de la situation des exploitations face aux aléas climatiques. Et de repérer les pratiques innovantes et les axes de travail. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'animer en collectif des éleveurs pour les faire échanger sur leur perception du changement climatique, sur leur perception de leur résilience, etc., sur le changement climatique, pour voilà, les faire échanger sur leurs pratiques, etc. Donc, c'est un QCM. Donc, il y a 20 questions qui sont structurées en 3 thématiques. La première thématique, c'est sur la production fourragère et la gestion du pâturage. La deuxième thématique, elle concerne le stress thermique du troupeau. Et la troisième thématique, c'est sur la sécurisation du système. Donc, une séance avec l'utilisation de cet outil, elle s'organise de cette façon. Donc, dans un premier temps, il y a la saisie du questionnaire par les éleveurs. Donc, chaque éleveur saisit le questionnaire, remplit le questionnaire en fonction de son exploitation et de son système. Ensuite, tous les questionnaires toutes les réponses des questionnaires sont reportées dans un fichier Excel par l'animateur du groupe. Et ensuite, l'outil va permettre de sortir un certain nombre de graphiques, un certain nombre de résultats qui va servir de support pour l'animateur de collectif pour échanger sur les résultats, sur le positionnement de chaque exploitation les unes par rapport aux autres et va permettre de les faire échanger sur voilà, pourquoi cette exploitation a ces résultats-là, quel levier a-t-elle mis en place pour être plus résiliente, etc. Et donc va permettre d'alimenter les échanges.
Et ensuite, donc, il y a une dernière possibilité grâce à cet outil, c'est d'extraire des réponses individuelles pour permettre d'avoir un conseil individuel et d'aller plus loin un petit peu dans l'accompagnement auprès des éleveurs. Donc, pour faire un peu un zoom, donc à gauche, on a la page de questionnaire. Donc, comme vous voyez, c'est des questions où les réponses sont orientées. Donc, c'est très rapide à renseigner pour les éleveurs. Et à droite, on a quelques exemples de sorties graphiques qui sont proposées par l'outil. Donc là, il y a deux thématiques qui sont présentées, stress thermique du troupeau et production de fourrage et pâturage. Donc maintenant, je vais continuer en vous présentant le deuxième outil qui a été développé dans le cadre de ces deux projets, Climaléa Diac Bovin. Donc, Climaléa Diac Bovin, c'est un outil Excel également qui a pour objectif donc de mettre à plat le système fourrager actuel, donc vraiment de faire un état des lieux du système de l'exploitation agricole. Donc, c'est pour un accompagnement individuel des éleveurs. Et donc, l'objectif, c'est de faire un bilan fourrager dynamique. Donc, sur 6 périodes, il a été choisi de séparer, on va dire, une année en 6 périodes différentes. Donc, on a début printemps, plein printemps, fin printemps, pour vraiment avoir une différenciation par rapport à l'importance de la production fourragère et la dynamique fourragère qu'il y a sur le printemps. Et ensuite, été, automne, hiver. Donc voilà, vraiment essayer d'avoir un bilan fourrager sur ces 6 périodes-là et voir comment se répartit la production fourragère sur ces périodes. Ensuite, l'outil va permettre de projeter notre système fourrager actuel dans une année aléa. Donc, ça peut être un printemps peu poussant, été sec, juste des conditions été sec avec un printemps relativement normal, etc. Donc, on va choisir un scénario qui nous intéresse et l'outil va permettre de le projeter en année aléa et de faire ressortir en fait les déficits qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de production au pâturage ou de production en fauche en termes de stock. Donc, ça va permettre de réaliser un diagnostic de vulnérabilité et de voir la réponse du système fourrager dans une année aléa. Ensuite, il y a un travail qui va être fait entre l'éleveur et le conseiller qui va viser à vraiment échanger, à prendre du recul sur son système, à voir un peu ce qui se dégage des résultats qu'on a observés, voir s'il y a des périodes pour lesquelles le système est moins résilient et plus sensible et va avoir plus de difficultés à gérer cet aléa, s'il y a des lots d'animaux aussi qui sont plus impactés par l'aléa. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de repérer un peu les fragilités, les opportunités qu'on peut avoir et d'amener l'éleveur à réfléchir sur la pertinence et la cohérence de son système actuel et donc à dégager des leviers qu'il pourrait mettre en place. Ça peut être des leviers que l'éleveur avait déjà pour objectif de mettre en place en amont ou des leviers qui peuvent ressortir suite aux échanges qui sont menés avec l'éleveur. Et donc, suite à ça, il y a une dernière étape. Donc, on va tester ces leviers qui ont été identifiés dans l'outil, on les injecte dans l'outil et on refait un diagnostic de vulnérabilité du système avec ces leviers et on voit comment se comporte le système avec ces leviers pour permettre de simuler l'intégration de ces leviers dans le système et de voir si le système est plus résilient face à un aléa. Donc, comment s'organise la démarche qui est à faire? Donc, tout d'abord, on va choisir une zone. Donc, comme je disais au début, les projets sont pour les régions Bretagne et Pays de la Loire. Donc, les travaux ont été menés sur ces deux régions-là. Donc, la zone, il y a 6 zones qui ont été identifiées, 6 zones fourragères qui ont été identifiées dans les régions Bretagne, Pays de la Loire. Et ces zones sont dépendantes d'un contexte pédoclimatique particulier et donc des réponses de production fourragère, que ce soit la courbe de pousse de l'herbe, mais aussi des rendements maïs, des rendements céréales, des rendements fauches d'herbe pour le stock, foin, ensilage, etc., qui sont différentes.
Donc, comme vous pouvez le voir là sur ces courbes de pousse de l'herbe, chaque couleur représente une zone fourragère différente. On voit vraiment que chaque zone fourragère a un comportement vraiment différent. Par exemple, dans la zone Géo 5, donc Grand Ouest 5, on a un arrêt total de la pousse de l'herbe sur les mois de juillet-août, alors qu'on a un maintien beaucoup plus important sur la zone Géo 2, par exemple. Donc, on a vraiment des conditions très différentes. Et à savoir aussi que derrière chaque région, donc par exemple, là, c'est le cas de la région Géo 6, il y a des réponses aux années aléas qui vont être différentes. Donc là, par exemple, vous avez 3 courbes. Vous avez la courbe en... Donc parce qu'en fait, il y a eu un travail de recensement qui a été fait. Donc il y a 20 années de suivi de courbes de pousse de l'herbe, de données de fauches, de récoltes, etc. par les réseaux Inosis et par d'autres bases de données qui ont été recensées et qui ont permis d'avoir une base de données assez conséquente pour avoir des références de pousse de l'herbe, de rendement, etc., qui sont associées à chaque région. Et il a été identifié aussi des années qui correspondaient à des années aléas, des années printemps peu poussant, été sec, etc., qui ont fait que en fait, les références d'années aléas sont des références du passé et permettent d'avoir des prédictions aléas par rapport aux références du passé. Et donc, on voit que pour chaque région, donc j'ai pas mis la courbe ici, mais pour chaque zone fourragère, on a des réponses aux aléas qui sont très différentes. Et voilà, plus l'aléa est impactant, donc la courbe rouge, c'est pour les printemps peu poussants, été secs, plus la courbe de pousse de l'herbe va être réduite et la production sur l'année va être réduite. Et donc, il y a aussi tout un travail de recensement qui a été fait de tous les types de prairies différentes parce que chaque prairie a un comportement différent. Donc là, c'est un exemple que je vais vous présenter rapidement. Donc, par exemple, 3 prairies permanentes différentes pour une même zone fourragère. Donc, les prairies permanentes de coteaux en conditions humides et de petites terres. Donc, on voit que les tendances de courbe de pousse de l'herbe sont très différentes également. Elles vont avoir aussi un comportement différent en année aléa, etc. Donc, il y a vraiment une différenciation qui a été faite à ce niveau-là et qui permet d'avoir une diversité et une richesse dans l'outil pour couvrir un maximum de la variabilité qu'il peut y avoir entre les prairies et les réponses différentes qu'il peut y avoir en fonction de l'aléa climatique qui peut venir impacter. D'où l'importance donc voilà de bien choisir sa zone géographique parce que chaque zone fourragère va avoir une réponse et des comportements différents en fonction de la zone fourragère choisie. Donc une fois que la zone a été choisie, on choisit le scénario qui nous intéresse. Donc à l'heure actuelle, on peut choisir donc soit été sec, soit printemps peu poussant, été sec. Il y a d'autres scénarios qui vont être développés normalement par la suite. Et ensuite, il y a toute la saisie du système fourrager, donc l'assolement, donc les cultures qui sont présentes sur l'exploitation avec la superficie correspondante et les rendements. Donc les rendements, il y en a qui sont proposés par défaut en fonction de la zone géographique qui a été choisie, mais si l'éleveur a une connaissance plus fine de sa production, il peut réadapter un petit peu ces rendements-là. Ensuite, il va falloir renseigner donc les animaux, les différents lots d'animaux qui sont présents sur le système. Donc, les effectifs, mais aussi des caractéristiques zootechniques avec la race, avec l'intervalle vélage-vélage, avec l'âge au premier vélage, avec la production en lait, avec la durée de lactation. Enfin, un certain nombre d'informations qui vont permettre en fait de caler au plus près les besoins, les capacités d'ingestion, etc. des animaux en fonction des caractéristiques qu'on a renseignées. Et pour chaque lot d'animaux, il y a les rations qui sont détaillées par période, donc par rapport aux 6 périodes qui ont été citées juste avant. Donc, ce qui va permettre de mettre en face de chaque période un rendement et une production fourragère et une quantité d'aliments à gérer pour chaque période. Donc, une fois que toutes ces saisies ont été faites, on obtient donc un tableau de bord avec tous les résultats. Donc, on a la situation actuelle, la situation projetée dans l'année aléa,
Donc, on peut voir donc des éléments comparatifs. Donc, en situation actuelle, on voit que le système est à l'équilibre. Les besoins du troupeau, euh, la production, on va dire, la production fourragère couvre les besoins du troupeau sur chacune des 6 périodes. Alors que à droite ici, on voit que il y a un décrochage sur les périodes fin printemps, été et automne. La production fourragère ne couvre plus les besoins du troupeau et le déficit se fait ressentir notamment au pâturage, avec au total un déficit de 68 tonnes de matière sèche sur ces 3 périodes-là, et également un petit déficit aussi sur les récoltes avec 27 tonnes de matière sèche. Donc voilà, il y a un nombre d'informations qui sont mis dans ces résultats-là, avec également une analyse d'impact qui détaille aussi un petit peu du point de vue économique, l'impact que ça peut avoir, etc. Et ensuite, il y a une zone de notes où, voilà, suite aux échanges qu'il y a eu entre l'éleveur et le conseiller, il peut saisir un peu ce qui est ressorti de leurs réflexions, de leurs échanges, etc. Le plan d'action qu'ils veulent mettre en place, les leviers qu'ils veulent mettre en place. Et ensuite, ils pourront retester l'outil, intégrer des outils, intégrer des pratiques et des leviers dans l'outil et voir, refaire tourner l'outil et voir comment évoluent ces résultats-là, voir si les déficits sont moindres, etc. Donc, dans le cadre du projet, cet outil a été testé avec un certain nombre de partenaires qui ont pu réaliser des diagnostics sur des exploitations, donc principalement des exploitations bovins-lait. Il y a 3 structures qui vont également travailler pour tester l'outil sur des exploitations bovins-viande. Ils commencent les diagnostics là en cette fin d'année et ça s'étalera plutôt sur l'année prochaine pour les diagnostics des exploitations bovins-viande. Et ce qu'il est ressorti de ces diagnostics qui ont été menés, c'est que les éleveurs étaient assez satisfaits de cet outil-là. Ils voyaient de l'intérêt au résultat. Et notamment, ils trouvaient intéressant le fait de pouvoir réaliser des simulations qui permettaient, voilà, de projeter et de voir vraiment l'impact que pouvaient avoir certains leviers notamment qu'ils pensaient pourraient peut-être avoir plus d'impact que d'autres, et finalement, les résultats n'ont pas montré les mêmes intérêts. Enfin voilà, ça leur a permis de situer un peu ce qu'ils pouvaient mettre en place, etc. Et d'un point de vue des conseillers, ils ont trouvé l'outil vraiment très complet, mais que c'était un challenge technique parce que l'outil, voilà, il faudrait potentiellement réaliser une formation et il y a une connaissance des systèmes fourragers qui est vraiment nécessaire. Donc voilà, il faut une appropriation de l'outil qui est nécessaire et qui demande un peu de temps. Et une autre remarque qui a été relevée, c'est que la saisie est longue. Donc c'est vrai que souvent la séquence est découpée en deux moments d'échange, on va dire. Une première qui va jusqu'à l'identification de levier. Ensuite, les leviers sont testés par le conseiller de son côté. Et le conseiller revient pour une deuxième séquence où ils échangent vraiment sur l'impact des leviers qui ont été choisis à un autre moment parce que pour permettre d'alléger la séquence. Donc voilà, donc pour conclure, donc ces outils d'accompagnement qui ont été mis en place donc pour les conseillers et pour les éleveurs, donc ils commencent à être appropriés. On est toujours en train de l'améliorer, de le perfectionner. On commence également à communiquer sur ces outils. Et voilà, il y a d'autres régions qui ont montré de l'intérêt pour ces outils-là, notamment pour Climalea Diag. Et donc, on commence à voir pour travailler avec d'autres régions pour adapter l'outil à leur système, à leur région, à leur contexte. Donc voilà, et ces outils sont relativement complémentaires avec d'autres outils qui existent, d'autres jeux sérieux comme l'Oracle, comme Game qui sera présenté. L'Oracle qui est un jeu sérieux qui permet aussi voilà, de réfléchir
sur des leviers d'amélioration au changement climatique, d'adaptation au changement climatique. Donc voilà. Et je voulais juste dire 2 mots sur la plateforme Aclimel, voilà, qui est une plateforme IDEL qui permet aussi d'aborder toutes les questions adaptation, changement climatique et qui propose des fiches témoignages d'éleveurs, des fiches leviers et qui référencie également certains outils d'adaptation au changement climatique. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions? Eh ben, merci beaucoup, Emeline, pour cet exposé très complet. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais alors moi, j'en ai quelques-unes. Parce que dans ce que tu as présenté, donc tu me présentes Oui, des courbes de pouces de l'herbe, pardon. oui, Et tu fais mention à un moment finalement de l'assolement aussi je oui, pense, des cultures. Et comment vous gérez les deux en parallèle? Parce que là, tu parlais de maïs à un moment, mais par exemple, il peut y avoir les métailles aussi qui sont en ressources complémentaires et qui eux aussi peuvent être impactés par ces oui. scénarios climatiques un peu particuliers. Donc, est-ce que finalement vous simulez que la pousse de l'herbe ou vous avez aussi les autres cultures à côté? Non, on a aussi, en fait, les courbes de pousse de l'herbe servent à simuler la pousse au pâturage surtout et permettent de donner des références de production d'herbe au pâturage où on a souvent peu de références et que les éleveurs n'ont pas forcément D'accord. une connaissance très poussée. Après, on a aussi donc fait le même travail. Attendez, je peux montrer la diapo justement. Voilà. Donc, il y a l'Observatoire de la pousse de l'herbe qui a permis d'avoir ces courbes de pousse de l'herbe et qui permet d'avoir des références surtout en termes de pâturage. Et après, on a aussi toutes les références donc, du réseau Inosis et de bases de données, etc., qui ont permis d'avoir toutes les références pareil, sur 20 années de suivi, qui ont permis d'avoir les références de tout ce qui est récolte. Donc, c'est en D'accord. effet les métayes, c'est les maïs, c'est les fourrages, tout type de fourrage récolté. C'est aussi les céréales, Oui, avec des tout ce qui va références pouvoir aussi de... concourir à l'autonomie en fait de, C'est de ça, c'est ça. l'exploitation, quoi. Donc, ce qui permet, quand on choisit sa zone fourragère et qu'on choisit son assolement, par défaut, l'outil propose que ce soit des données, quand c'est en pâturage, des données de rendement pâturé, et quand c'est des données, quand c'est des parcelles de fauche ou de récolte, l'outil propose aussi des rendements récoltés. Et voilà, comme je disais, l'éleveur après a la possibilité de réadapter s'il a une connaissance un peu plus pointue de son système. Mais il y a le travail pour les deux, à la fois pour le pâturage et pour les récoltes. En plus, c'est un outil bien complet. Et alors, je termine ma boucle. Finalement, est-ce que vous incluez aussi, en fait, finalement, ces impacts sur les récoltes, vous le remettez aussi sur la partie ration parce que tu parlais tout à l'heure d'un module ration. Vous le réimpactez aussi là-dessus? Alors, la ration, en fait, nous permet de voir ben, comment est consommé les fourrages par rapport à ce qui est produit. Et après, par contre, dans l'année aléa, il n'y a pas de proposition d'évolution de la ration. On, D'accord. on propose, en fait, l'année aléa, c'est le même rationnement qui est proposé en année aléa qu'en On année n'en est pas aléa. normale, on va dire. Et donc, ce qui fait aussi qu'on a des décrochages parfois en déficit récolté. Mais bon, forcément, enfin, voilà, l'éleveur, lui, dans son contexte, s'il voit qu'il n'aura pas suffisamment, il pourra faire évoluer son rationnement différemment et anticiper un peu. Là, c'est vrai que l'outil ne propose pas cette évolution-là, mais ça peut être un levier de remodifier les rations pour Oui. voir comment ça fait évoluer le système. Bah, c'était aussi ma question que j'avais derrière la tête. C'était la dernière, j'allais dire, d'un point de vue très technique sur l'outil. C'est justement comment vous faites la balance entre final peut-être dans les leviers ou dans les simulations, entre ce qui va venir de la prairie et ce qui peut venir en fait d'une surface récoltée par ailleurs, hein. Est-ce que ça, voilà. Alors ça, dans l'assolement, il est demandé de préciser si, enfin, notamment pour les parcelles de prairies,
si elles sont exclusivement pâturées, si elles sont récoltées en foin, en enrubanage ou en silage, s'il y a un seul cycle de récolte, s'il y a plusieurs coupes de fait. Donc voilà, ça, c'est des précisions qui sont demandées au moment de l'information de l'assolement et qui permettent de savoir la part qui part en récolte de la part qui est pour le pâturage, quoi. D'accord. Ça permet de vraiment boucler la boucle. Et Oui, ma dernière question, mais tu as commencé à l'aborder dans la partie perspective. Donc là, c'est un outil très complet hein, qui a été oui, développé sur la partie Bretagne et Pays de la Loire. Et donc, tu disais qu'il y avait des régions qui seraient intéressées pour le développer sur d'autres oui, territoires. oui. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs régions qui nous ont contactés, certaines parce qu'elles voulaient remettre à jour leur système fourrager aussi, et c'était l'opportunité. Donc, vu qu'elles allaient traiter les données, faire ce travail-là, plus ou moins, en fait, ce travail-là Ce qui que a j'ai été demandé, ouais. nécessaire pour alimenter l'outil. Donc, vu qu'ils prévoient de refaire ce travail-là, ils se disent pourquoi pas, voilà, en profiter pour les intégrer dans l'outil, et comme ça, nous, on peut aussi valoriser après derrière l'outil. Donc voilà, après voilà, il y a d'autres régions, c'est plus voilà pour c'est enfin voilà, oui, on est contacté par différentes régions et on essaie de répondre au mieux pour euh, pour répondre à toutes les demandes et parce que l'objectif ça serait oui au final d'avoir quelque chose de national si possible quoi. Et la petite question bonus, là, tu as parlé bovin lait, bovin Oui, viande. Et oui. est-ce que vous avez dans l'idée, un jour à terme, hein, pas tout de suite, de l'ouvrir, je sais pas, par exemple, aux ovins? Parce qu'eux, ils sont quand même pas mal à l'herbe aussi. Oui, ça serait une possibilité. Donc, il y aurait toutes les références à créer. Donc, ça serait un gros Ah oui, travail pour référencer tous les besoins, capacités d'ingestion, etc. Donc, il y aurait un gros travail pour réalimenter et mettre à jour cette base de données avec les références ovins, caprins, etc. Mais s'il y a la demande et qu'on a les financements, oui, oui, toujours. c'est une possibilité qui reste, oui, oui, qui reste ouverte et qui reste faisable. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Pour le moment, il n'y a De pas d'autres rien. questions qui sont apparues dans le chat. Donc, eh ben, je vais appeler Vincent. J'allais dire à la barre, mais ça fait peut-être un peu trop sérieux quand même. Merci encore, Evelyne. Et puis, bah, Vincent, je vous laisse projeter et puis conclure, Oui, voilà, ce webinaire finalement. très bien. Bonjour à tous. Donc Vincent Lambrecht, je suis chargé de mission viande bovine à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je fais entre autres partie du groupe Outils Climat à la Chambre. Et dans ce cadre, je vais vous présenter un projet et un outil qui s'appelle ResilGame, qui a été développé de 2020 à 2022 et qui est aujourd'hui dans sa phase de déploiement. Et donc à ce titre-là, je vais vous présenter, donc je vais suivre la chronologie du projet. Une première phase sur le projet, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et une deuxième phase sur le retour d'expérience, donc de ces euh, 2 hivers de déploiement. Euh, donc tout d'abord, ResilGame, c'est un projet... ah, ça marche plus. Voilà, c'est un projet multipartenaire qui a été lancé en 2020 avec 3 équipes, la Chambre d'agriculture, les ADANGER et la FRQ Ouest, qui étaient vraiment à la centralisation de l'outil, à la construction du jeu, l'Institut de l'élevage, l'INRAE, à travers la cellule GAMAE, donc spécialiste des jeux sérieux en agriculture, qui était à l'apport de référence, et on avait 2 partenaires qui étaient fondamentaux dans le projet, à savoir la direction, la DRAF sur la cellule Enseigner autrement pour l'enseignement agricole et Vivea, donc le centre de formation des agriculteurs, enfin, le centre de financement des formations, qui nous ont donné les cahiers des charges de leur formation et qui nous ont garanti tout au long du projet de faire un projet correspondait bien aux attentes de la cible qui était à la fois des étudiants et à la fois des agriculteurs. Et enfin, on a un autre groupe, l'ESA, le groupe établière, donc lycée agricole des établières à La Roche-sur-Yon, et le groupe EFEA,
donc, qui est l'école de formation de la Chambre des Pays de la Loire, sur lesquels on a fait tous les tests et débugages du projet. Donc Resilgain, c'est pas qu'un jeu sérieux, c'est tout un pack de formation. Donc ça inclut le jeu sérieux, les scénarios pédagogiques qui intègrent le jeu, et ils sont nombreux, je vais revenir dessus, un ensemble de ressources autour du jeu qui permettent d'apporter les notions nécessaires pour jouer, pour débriefer, pour en faire un vrai outil d'enseignement, et un ensemble de panels de diffusion. Donc ça, c'est la logistique autour du projet, les flyers, les boîtes, les webinaires, comme aujourd'hui. C'est aussi, depuis 2 ans, une communauté de maîtres du jeu qui échangent régulièrement et qui innovent sur la formation au changement climatique. Tac. Donc l'objectif du projet, c'était d'être plus loin que l'adaptation au changement climatique, mais vraiment euh, la gestion de risque en agriculture par les agriculteurs. Ça, le but, c'est d'éclairer des choix tactiques et stratégiques, c'est de prendre en compte la multiperformance, et ça, c'est fondamental, en particulier avec un public étudiant, parce que les agriculteurs, très vite, quand on leur parle d'économie, ils vont nous renvoyer le temps de travail, la praticité, etc. Ou quand on leur envoie des enjeux environnementaux comme l'adaptation au changement climatique, ils vont nous renvoyer les autres critères de multiperformance, entre autres l'économie et pour l'aspect social, la vivabilité du système. Le but du projet, c'était d'amener une nouvelle approche pédagogique aussi et d'en avoir un déploiement le plus large possible, d'où l'importance d'associer dès le début FEA et la DRAF pour les lycées agricoles. Public cible, agriculteurs, apprenants, porteurs de projets. Alors ça, c'était un projet, c'était une cible, donc les stages 21h, qu'on a dû abandonner au cours du projet. Et on va voir pourquoi, parce que le format du jeu ne se prête pas forcément aux 2 heures du stage 21h pour parler du changement climatique. Les conseillers, les formateurs, etc. Donc le projet porte 13 objectifs pédagogiques qui vont être différents. Donc ça tourne autour de la multiperformance, de la place de l'humain au cœur des décisions agricoles, la gestion et l'impact des différents risques climatiques, économiques, sociaux, puisqu'on peut jouer des solutions, des risques, enfin pas des risques, des opportunités du type agrandissement d'exploitation qui peuvent être des vrais risques au niveau du temps de travail. Et les deux objectifs principaux du jeu, les deux objectifs pédagogiques, ça va être la combinaison de leviers d'adaptation, la cohérence globale du système d'exploitation et éventuellement de tester des solutions collectives. C'est vraiment quelque chose que le jeu permet, c'est dans sa phase la plus aboutie, où on va aller amener les joueurs à construire des solutions d'assurance climatique ou d'adaptation au changement climatique, des solutions collectives. C'est extrêmement riche. C'est généralement des débats sans fin, mais c'est une approche en particulier portée par la FRQMA West qui est très très intéressant. Je vais revenir sur les leviers collectifs, enfin, les façons de jouer collectives. Alors, ok, on a vu des supports biblios, on a vu des diagnostics. Pourquoi nous, on a voulu passer par le jeu? Tout d'abord, la première raison, c'est que le changement climatique est un sujet extrêmement anxiogène et que le jeu permet de prendre du recul. Au pire, on va perdre une partie, c'est pas très très grave. Voilà. Le jeu va permettre de jouer un rôle et d'explorer des décisions qu'on ne prendrait pas sur sa ferme parce qu'elles ne nous correspondent pas forcément à nous, euh,
directement en tant qu'individu. Et le jeu va permettre aussi de s'approprier à un nouveau public, en particulier les plus jeunes, où les déploiements réalisés ont été extrêmement bien accueillis sur un sujet, que ce soit la multiperformance ou le risque climatique, qui clairement est très très loin de leur quotidien de BTS et de stage. Le jeu, c'est surtout son principal intérêt. Il crée une expérience pratique du climat en 2050 qui serait difficile de faire passer, enfin ça permet des enseignements qu'il est difficile de faire passer par un apport théorique. Et c'est vraiment extrêmement complémentaire. Et ça permet aussi de dédouaner le conseiller, puisque c'est le jeu qui crée l'expérience, c'est pas l'apport du conseiller qui va amener les enseignements apportés. Le jeu permet aussi un effet waouh, hein, je l'appelle comme ça, mais ça parle assez. L'effet waouh, c'est Eureka, j'ai trouvé, je vais tester des solutions. Et cet enseignement de la réussite va permettre un enregistrement et une appropriation bien plus importante par le stagiaire. Un autre élément identifié dès le début, chez l'adulte, l'apprentissage passe par des ressentis. Il faut ressentir quelque chose pour se souvenir de ce que l'on vit. Et le jeu permet complètement ça. Alors, rassurez-vous, le déploiement a vérifié que les perdants étaient toujours mauvais perdants et les gagnants bons gagnants. Mais c'est exactement ça qu'on voulait, c'est avoir aussi une expérience ludique et en tous les cas très dans l'émotion, qui permet d'enregistrer très bien les messages. Donc dans les éléments de jeu, dans le jeu là, vous avez tous les éléments présentés dans cette diapo. Vous avez un plateau central, vous avez des plateaux fermes qui correspondent à chaque joueur, des fiches personnages et une feuille de décompte. Donc comment ça se passe? Tout d'abord, à la mise en place, chaque joueur va choisir un personnage qui existe tous en garçon et fille, parce qu'il n'y a pas de raison, et chaque personnage a son objectif de revenus, de temps de travail et d'impact environnemental. Ces personnages vont créer les conditions de victoire du joueur. On demande généralement avec des agriculteurs de prendre le personnage qui leur est le plus proche. Avec des élus, on va leur demander de choisir des élus de chambre d'agriculture, puisqu'on a fait aussi le déploiement auprès d'eux. On va leur demander de choisir le personnage qui leur est le plus éloigné, pour comprendre pourquoi on peut prendre des décisions qui ne sont pas celles qu'on prendrait spontanément. Une fois qu'on a choisi son personnage, on va choisir sa ferme. Les personnages sont issus. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est un projet à l'époque Arpida, donc un casse-d'art démultiplication. Toutes les publis, toutes les références utilisées dans le projet existaient déjà, c'est juste de la remise en forme sous forme d'un jeu de société. On va choisir, à côté de son personnage, on va choisir une ferme type qui n'est pas la sienne exactement. Et c'est un choix de ne pas partir de la ferme de l'exploitant. Il faut un certain recul qui améliore l'expérience de jeu, qui favorise les enseignements, parce que quand on est sur un système qui, très clairement, en 2050, doit être entièrement revu, le but du jeu, c'est pas forcément de se rendre compte à quel point son système à soi est écarté du modèle, mais plutôt comment un système proche a besoin de s'adapter. Donc on va choisir une ferme de départ, et cette ferme, c'est simple, hein, c'est les Catypes Inosis. Alors, grande culture, on est un peu allé les déterrer, mais en élevage, ils existent, ils sont mis à jour tous les ans. En grande culture, ils existaient en Pays de la Loire. Voilà. Une fois qu'on a choisi, la première phase du jeu, ça va être de préparer l'année à venir en choisissant un assolement qui doit répondre aux besoins d'énergie et d'azote, enfin d'énergie et de protéines de son troupeau, qui doit couvrir les objectifs en euros,
en temps, en gaz à effet de serre et en phyto de son personnage. Donc on va modifier son assolement. Et une fois qu'on aura modifié son assolement, on va choisir des pratiques. Donc par exemple, la diversité des prairies, les types de semis de prairies, enfin les périodes de semis, semis sous couvert, fin d'été, etc. On va choisir aussi des pratiques sur son troupeau, l'âge au vélage, le type de pâturage, le, euh, le comment, le, mince, la période de vélage. Tous ces éléments-là vont amener des résiliences ou à l'inverse des sensibilités. Et en règle générale, ils amènent une résilience à un type d'aléa et une sensibilité à un autre type. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les leviers stratégiques. L'assolement, la taille du troupeau et les pratiques de semis et de gestion de troupeau. Et une fois qu'on aura préparé l'année, on va la dérouler. Ça veut dire qu'on va tourner les 4 saisons, automne, hiver, printemps, été, et chaque tuile d'aléas, de saison, va nous amener un aléa. Donc là, par exemple, sur la diapo, l'automne chaud et humide, mois d'octobre et novembre très chaud avec beaucoup de pluviométrie. Qu'est-ce qui va se passer? Une attaque de pucerons sur, pardon, c'est les anciennes, les premières infos, une attaque de pucerons sur céréales avec un impact plus ou moins important et deux façons de s'en protéger. Donc, donc là, on a la conséquence, les tuiles touchées dans le jeu et les effets et les protections qu'on peut mettre en place. Et on va mélanger des protections euh, en réaction. Typiquement, ben, j'ai une attaque de puceron, je fais un insecticide. Ou des protections en anticipation. J'ai une attaque de puceron, j'avais prévu un semis tardif, je passe après les pucerons. En même temps qu'on va dérouler l'année, le joueur va saisir toutes ses pratiques, tous ses choix et tous ses impacts sur la feuille de décompte. Donc c'est la partie un petit peu fastidieuse du jeu. On avait très rapidement au cours du jeu identifié l'opportunité de l'informatiser pour permettre une saisie plus rapide. Euh, on s'est rendu compte à l'usage que l'informatisation, elle est vraiment nécessaire pour les étudiants et c'est là qu'elle est la moins pertinente parce que ben, un exercice de calcul ne peut pas leur être malheureusement superflu des fois et que ils ont besoin d'écrire pour noter, pour comprendre où arrivent les aléas et où est-ce que leur stratégie est résiliente et quand est-ce qu'elle décroche. Je ne l'ai pas dit juste avant. Donc, on a 13 plateaux de jeu dans la boîte de départ. On en a 16 depuis, puisqu'on a rajouté les ovins. On a 10 types d'aléas par saison. Donc, on a 10 cartes automne, 10 cartes hiver, 10 cartes printemps, 10 cartes été. Et le nombre de cartes, alors il y a quelques cartes qui reviennent plusieurs fois, puisqu'elles représentent 20, 30 ou 40% des hivers attendus, par exemple. L'hiver normal, sans aléas, c'est 60% des hivers attendus. Mais on va avoir un hiver chaud, on va avoir un hiver humide, etc. Donc la fréquence d'apparition des aléas correspond à ce qu'on attend en 2050 en termes de fréquence d'aléas. Hop, le retour d'expérience. Donc sur un 18 mois de déploiement, on a fait une quinzaine de formations avec le jeu aujourd'hui. Alors c'est pour mon retour personnel. Voilà. J'ai fait une quinzaine de formations avec le jeu, 3 publics. Le public agriculteur. Alors, on s'attendait à un accueil. Enfin, on n'avait pas d'avis sur l'accueil. Il a été très bien accueilli, quel que soit l'âge. Je vais vous présenter juste après quelques témoignages de la part des agriculteurs. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ils vont tester des scénarios qui sont crédibles avec leur ferme. Ils sont vraiment dans une. Ils sont pas là pour tout chambouler. Ils essaient de se rapprocher le plus possible de leur ferme et des scénarios qu'ils pensent possibles sur leur ferme. Et ils vont repartir avec un plan d'action. On a fait des tests avec des étudiants, CS, BPREA. Alors, on a fait aussi des tests avec des bacs pro. Le jeu est trop complexe pour eux. Donc, voilà,
c'est pas le bon public, mais BTS, contrat de spécialisation, BPREA, etc., ça marche bien. Et eux, ils vont tester soit leur projet, la ferme sur laquelle ils sont en stage, soit des systèmes extrêmes. Ils vont être manichéens, donc ils vont tester un système 100% maïs, tout irrigué, qui bosse 3600 heures. Et c'est intéressant parce que 3600 heures, ça passe pas, mais ça, ils en avaient aucune notion, euh, etc. Et donc voilà, ils vont tester des solutions un peu extrêmes, mais c'est intéressant parce que ça permet d'être très clair dans les messages avec eux en termes de grappes de solutions selon enfin, d'ensemble de leviers qui sont cohérents entre eux pour adapter un système. On a aussi fait des déploiements auprès des conseillers chambres d'agriculture. Donc aujourd'hui, 2 tiers des testeurs, des conseillers se voient l'utiliser en formation. Donc on a un taux d'adhésion à l'outil qui est tout à fait satisfaisant. On ne s'attendait pas, c'est quand même une innovation, hein, un jeu de société en formation. On ne s'attendait pas à aller avoir un tel taux d'adhésion. Alors il y a des adaptations, puisqu'il faut savoir que le jeu Resiligame avait eu en 2022, non, en 2023, le prix de l'innovation pédagogique des fonds CASDAR. Donc il a eu une reconnaissance dans le réseau bien au-delà de la région attendue. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'outil de déploiement des formations climat en Auvergne-Rhône-Alpes, donc là pour cet hiver, et à partir de mars prochain, de la région Occitanie. La région Bretagne et Normandie ont montré leur intérêt. Ce sera d'autant plus facile à déployer chez eux que que les fermes sont les mêmes. Donc il y a très peu d'adaptation à faire chez eux. Donc les conseillers, eux, vont aller chercher de la profondeur de jeu et essayer d'avoir un œil très critique sur le réalisme du jeu. Alors forcément, dans le jeu, pour créer une expérience ludique jouable, on a fait quelques compromis. Par exemple, tout le monde est sur le même type de terre et il n'y a qu'un sol moyen pour mesurer les aléas. C'était une ambition au début d'avoir des plateaux de jeu qui se séparaient en terre séchante et terre hydromorphe. Ça nous semblait très pertinent vu que dans le en Loire-Atlantique, par exemple, on a 70% de notre SAU qui est en zone humide. Mais ça a amené une complexité, ça doublait tous les aléas en fait. Ça a amené une complexité dans le jeu qui, qui limitait l'expérience ludique et qui a amené encore plus de calculs. Donc on a fait le choix, par exemple, de faire, d'arrêter, de ne pas garder cette finesse de type de sol, qui est pourtant une réalité. Mais c'est pas grave, ça amène après le débat dans le débrief, justement avec les agriculteurs de ce qui convient de garder, de ce qui convient d'enlever. Donc les agriculteurs témoignent. Alors je vais prendre 2 exemples. J'ai eu l'occasion de faire la formation. J'ai été appelé en Suisse pour les former et jouer avec un jeu des Pays de la Loire en Suisse. Ça marche très bien. Euh, Logan avait témoigné dans l'article qui avait été écrit suite à cette expérience, donc dans la presse suite. Tout le charme du jeu, de jeu de simulation et de mettre en situation l'exploitant face au contexte. Voilà, et de poser des problématiques sur le plateau permet de sortir le nez de l'exploitation et de prendre le recul. Donc c'est exactement ce qu'on avait prévu. Il en est ressorti avec une stratégie, je vous laisserai lire tout le graphe. Et quelle perspective voyez-vous au concept? Ça, c'est ses propres mots, hein, c'est pas les miens. Il serait intéressant de proposer l'atelier en formation professionnelle agricole. Cette mise en pratique vaut bien une semaine de cours théoriques. Donc on était complètement sur des apports complémentaires du jeu. Un autre exemple plus local, dans le 49, Christelle Antier, éleveur de limousine, qui avait témoigné comme ça. Donc le jeu rend le climat 2050 très concret. Je ne pensais pas que la marche pour s'adapter était aussi importante. Et même si 2050 peut paraître une échéance lointaine, c'est nos investissements, nos modes de production et nos choix génétiques qui se jouent aujourd'hui. Donc on est bien dans une appropriation complète des enseignements du jeu sur
des leviers immédiats dans les fermes. Donc, un écueil, puisqu'il n'y a pas eu que des... enfin, même si le jeu on a été victime de son succès, il y a quand même des choses importantes à prendre en compte. Tout d'abord, dans le déploiement, faut former suffisamment de maîtres du jeu pour pouvoir créer une communauté et prévoir le turnover. Donc, sur la première formation de maître du jeu où on avait une dizaine de maîtres du jeu en 2022, aujourd'hui il y en a 3 qui utilisent le jeu, entre les départs et ceux qui n'ont pas adhéré. Voilà, alors on en a reformé d'autres, hein. Il y a une vingtaine d'agents de la Chambre des Pays de la Loire susceptibles de proposer le jeu en formation aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger. Il faut cibler des gens qui ont envie d'innover dans leur pratique pédagogique. Et ça, c'est euh, pas tout le monde, faut le prévoir. C'est une formation en fait qui est assez différente des autres puisqu'on a beaucoup, beaucoup d'échanges et peu d'apports. En fait, chaque joueur testant sa stratégie, on va avoir 10 joueurs autour de la table, on va tester 3 années consécutives dans le jeu. Donc ça fait en une après-midi, on peut tester 30 stratégies différentes. Donc le retour d'expérience est fondamental et il faut vraiment prévoir cette animation qui est plus importante que les apports que peut faire l'expert sur le changement climatique. La plus-value du jeu, c'est de créer de l'échange. Euh, Prévoir un temps de réassurance et des tests entre collègues, parce qu'effectivement, entre le je suis formé au jeu et je vais le déployer en formation, ben, on a des craintes qu'il faut lever. Et vraiment, c'est un jeu qui n'est pas compliqué dans ses règles, elles se répètent assez simplement. Il faut juste bien avoir la cadence des différents choix à faire. Voilà. Et dans le déploiement, en fait, une fois qu'on est formé au jeu et qu'on a l'habitude de le former, la plus-value du jeu, c'est que c'est une formation qui est très très vite prête. Il y a globalement 1 heure de préparation pour une journée de formation. Il n'y a pas beaucoup de formations qui demandent aussi peu de préparation en amont. Tac. On a créé dans le projet des scénarios pédagogiques sur une journée, sur 8 heures de formation, puisque sur un format BTS, c'est 4 fois 2 heures. Ce qui est intéressant aujourd'hui pour les agris, c'est de faire une formation en 2 jours. On met Resil Games sur la première journée, où on va identifier des stratégies, des leviers, des ensembles de systèmes cohérents qu'on pourrait mettre en place chez soi. Et une deuxième journée où soit on va affiner un, un levier, puisqu'il a été identifié par tous comme étant très pertinent. Je prends par exemple les métailles, euh, l'utilisation des métailles, qui est un levier en Pays de la Loire qui passe un peu à côté des aléas. En tous les cas, c'est le système fourrager qui est le moins sensible dans dans notre région. Et ben voilà, à quel niveau on va le mettre, pour quel type d'animaux, avec quelle qualité attendue, etc. Ça peut faire l'objet d'une deuxième journée. Ou alors, ça peut être d'affiner sur sa ferme, et ça, c'était par exemple l'exemple de Samuel en Loire-Atlantique, qui à la fin de la journée avait dit, de la journée de formation avec Raising Game, ben, en une après-midi, on a exploré 30 stratégies. C'est un retour d'expérience énorme, mais on repart avec une seule envie, c'est de rejouer, mais avec sa propre ferme. Et ça peut être l'objet d'une deuxième journée, par exemple, avec l'outil Climaléa présenté juste avant, où on pourrait rentrer plus dans le détail d'une exploitation. Voilà. L'autre retour d'expérience, c'est de faire jouer à fond l'effet Eureka et Waouh du jeu en le mettant plutôt tôt dans la formation. Le jeu est vraiment un support d'échange et plus on va le mettre, ne mettez pas trop d'apports en amont parce que tous ces apports amènent à casser l'effet découverte que peuvent avoir les stagiaires et qui leur permet d'apprendre et d'enregistrer mieux les enseignements qu'on va leur apporter. Voilà.
la phase la plus importante du jeu, on l'avait identifié quand on a créé le projet, mais les formations l'ont confirmé, c'est vraiment la phase de débrief. Une fois que tout le monde a fait sa stratégie, son jeu, son année, qu'il y a ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné, ceux qui ont perdu, eh ben, cette phase de débrief, elle est vraiment importante et elle est vraiment pas à négliger. Si c'est la phase de, dans votre formation d'adaptation du temps, ben ça marche pas, puisque c'est celle où on capitalise le plus. Voilà, merci de votre attention. Je vous ai remis trois liens. Le site, le site chambre où vous aurez le jeu, mais vous pourrez le retrouver via la plateforme GECO. En lien, je pense que c'est ce site-là qui est en référence de Resilgame dans GECO. Et les deux emails, donc Sophie Combe, ma collègue ingénieure formation, qui s'occupe du déploiement du jeu, euh, et mon email perso à moi-même pour tout ce qui est développement, adaptation en dehors de la région. Si vous avez des questions, tac, je Eh vous ben, écoute. merci beaucoup, Vincent, pour voilà, cette présentation très complète. Alors, on a déjà deux questions dans le chat. Je vais commencer par la deuxième parce que c'est la plus généraliste. Quel niveau de technicité faut-il, selon vous, aux prérequis à la formation, justement? Euh, Alors, je pense qu'il y a plus de prérequis sur le savoir-être et l'animation qu'à proprement parler sur le climat. Un simple vernis climat sur les évolutions de température, les attendus, etc., suffit. On n'a pas besoin d'être expert du scénario, de la stratégie, comment, euh, du cycle des cultures, des, des- des effets des aléas, puisqu'ils sont détaillés dans les fiches. Il faut connaître le jeu, ça c'est une évidence. Il faut savoir, par exemple, derrière le levier pâturage nocturne, qu'est-ce qu'on entend par là? Ration adaptée aux fortes chaleurs, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc c'est des leviers hein, que peuvent prendre, c'est des adaptations que peuvent choisir le joueur en cours d'année quand il n'est pas protégé par une période de vélage ou autre chose. Et je pense qu'il faut surtout beaucoup de curiosité pour utiliser le jeu. Faites confiance, le jeu n'est qu'un support d'échange et faites confiance aux éleveurs. Euh, Ils savent très bien, on a utilisé leur terme, c'est d'ailleurs le retour qu'a dit le président de Vivea quand, à l'occasion du séminaire de restitution de projet, quand il a participé au jeu, c'est exactement ce qu'on vit tous les ans. On vit tous les ans la même phase d'anticipation, de stratégie et les mêmes questions de réaction. Un éleveur va pas laisser perdre sa culture par un vol de puceron. Il va faire un insecticide. Et s'il est en bio, ben, il prend l'aléa. Il accepte de prendre l'aléa, mais il aura mis d'autres leviers avant pour y faire face. Des leviers stratégiques, etc. D'anticipation, comme tu Ouais. mentionnais tout à l'heure. Je l'ai pas dit, tous les fermes et les cultures existent en conventionnel et en bio. On a des cas D'accord. types bio et des cas types conventionnels. Voilà. Important pour, dans le cadre, on va dire, Oui, du oui, programme oui, qui nous oui. intéresse. Merci. Et alors, la deuxième question, vous avez parlé du rajout des ovins dans cette boîte de jeu. S'agit-il d'ovins lait ou ovins viande, pardon, et sur quelle région? Alors, c'est une demande de mes collègues Inosis Ovins Pays de la Loire. Donc, c'est des ovins viande. Faut savoir que comme c'était une demande de Vivea, euh, d'avoir un outil enfin, Vivea qui a un champ bien plus large que les Pays de la Loire, et d'ailleurs de la DRAF aussi, d'avoir un outil qui soit adaptable dans d'autres régions. Donc, toutes nos références biblio euh, sont soit nationales, soit avec leur homologue hors région. Donc le fait de partir du réseau des Catipinosis fait qu'on peut, en 2 heures, générer un nouveau plateau ferme d'une autre région. Là où c'est plus compliqué, c'est que il faut pas oublier, c'est quand on doit adapter tout un scénario,
un scénario pédagogique, un scénario climatique, où là, on part en fait sur les données DRIAS. Alors 4.5 ou 8.5, j'ai envie de dire, en 2050, ça change rien, puisque globalement, ça diverge à partir de cette période-là. Et au vu du travail fait, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, ce qui a été décidé, c'est comme le changement climatique, enfin nos aléas de l'Ouest vont arriver plus vite, et ben quand ils présentent le jeu, ils disent que c'est plutôt des aléas 2040-2050. D'accord. Et ça leur évite d'avoir à tout réécrire les scénarios. Et puis après, le maître du jeu choisit. En règle générale, le maître du jeu ne laisse pas jouer les aléas de façon aléatoire, mais il les choisit en amont, et puis il va prendre ceux qui lui semblent le plus pertinents. Voilà. Parce que ça m'amène à une petite question que je me posais, parce que tu dis il y a Mhm. plusieurs phases, il y a plusieurs phases de jeu. Donc la première phase, en effet, c'est de prévoir sa première année, finalement. Oui. Et quel est le rôle du MJ là-dedans, pour le coup? Alors, globalement, il va expliquer les règles, et déjà Ok, leur expliquer, voilà. Moi, je veux partir là-dessus. Ben, alors, le but, c'est de surtout pas arrêter une stratégie. Il faut laisser les gens se planter, j'ai envie de dire. Euh, et le rôle du maître du jeu, ça va être d'expliquer les règles, d'amener peut-être des apports complémentaires sur... non, mais en règle générale, sur la première année, c'est juste d'expliquer les règles. Et puis après, ça va être de dire, oui, attention, tu vas choisir telle pratique, typiquement réduire l'âge au premier vélage des bovins, qui permet en fait à UGB constant d'avoir plus d'UGB productif. C'est très bien, mais ça augmente tes besoins fourragers. Donc si tu n'adaptes pas ça, alors d'abord, ça n'est pas un levier d'adaptation au changement climatique si tu restes à UGB constant. Ça ne l'est que quand tu enlèves des UGB. Et là, il y aura, en fonction du type d'UGB choisi, si c'est des vaches très intensives ou à l'inverse des charolaises naisseurs type marais, euh, ben, la rentabilité de ce levier-là n'est pas du tout le même, parce que c'est toujours le même coût d'avoir des animaux plus productifs, productifs plus vite par exemple, pardon, mais c'est pas la même rentabilité des animaux productifs. Donc sur des vaches hautes productrices, ça va être intéressant, sur des systèmes plus extensifs, attention. donc il y a cette phase de Mais là, c'est le conseil et retour d'expérience en deuxième année que tu amènes. par contre, tu disais que c'est lui qui choisit les aléas? Ou alors, en fait, Non, tu as une il petite choisit pile de ses cartes stratégies. Et les et aléas, oui, pardon. les aléas, c'est choisi aléatoirement, tu as une petite pile de cartes et tu tires au fur et à mesure? Alors pour chaque saison, il y a 10 cartes. Une carte représente 10% de fréquence. Donc par exemple, sur l'hiver, il y a 6 hivers normaux, 4 hivers avec des impacts qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et en amont de la formation, c'est l'heure de préparation où on va choisir les aléas. Et aujourd'hui, D'accord, d'expérience, on propose une première année pour comprendre, une deuxième année pour vraiment mesurer le poids de l'aléa. Et l'expérience 2024 nous a appris qu'il était intéressant de tester la sécheresse et le et la printemps humide. pluie. Et idéalement, pas tout en même temps. Parce que si tu finis par la pire année où aucun système n'est valable, elle peut arriver, hein. Mais c'est c'est très déceptif en fait de finir par quelque chose où tout le monde perd. D'accord, Et j'avoue. excuse-moi, Cécile, il y a entre l'aléa d'automne et l'aléa de printemps et l'aléa d'été, on choisit l'aléa économique, donc le contexte économique de l'année. En règle générale, si on veut les faire travailler sur l'économie, on les fait pas on utilise des non, si on veut les faire travailler sur l'environnement, on utilise des aléas économiques faibles et inversement, selon le scénario que tu veux utiliser. D'accord, En mode collaboratif, on va proposer aux joueurs, tout en créant leur ferme, gérant leur ferme, et leur stratégie individuelle, de construire des leviers chez les autres. Tu vas me prévoir des cipants pour moi, ton maïs, je prévois de t'en acheter tant,
où on fait un échange temps de travail, etc., puisqu'on a la multiperformance. Et le jeu, donc voilà, il y a une phase de collectif d'échange. Et le jeu peut aussi s'utiliser avec des conditions de victoire collectives, en particulier sur les bassins versants, puisqu'on a dit que les IFT étaient une des métriques du jeu. Euh, En bassin versant, on va faire jouer, c'est déployé par 3 bassins versants au Pays de la Loire, formés au jeu. On va donner une condition de victoire collective à la table. Donc, si vous dépassez 250 IFT, par exemple, vous avez tous perdu. Et donc, il va falloir se mettre d'accord sur euh, nos niveaux d'émission de base et la marge de sécurité qu'on se donne. Quand est-ce qu'on arrête de mettre des insecticides en réaction, etc. Et donc ça, c'est un mode particulier, parce que c'était la question que tu disais justement qu'il y avait ce mode Mm. collaboratif. J'allais te dire comment ils interagissent ces personnages, mais t'es pas obligé de le mettre en place en fait dès le début. Non, il y a un mode individuel climat, un mode individuel gestion économique et opportunités, on va dire, donc, dans lequel on va proposer aux éleveurs de reprendre des hectares au fur et à mesure. Alors, c'est une opportunité économique, c'est un vrai risque sur le temps de travail, j'ai dit. Il y a un mode collaboratif avec des conditions de victoire collective, et il y a un mode collaboratif où on invente des solutions Ensemble. à l'échelle d'un territoire. D'accord. C'est Voilà. très complet. Alors l'agriculteur n'est pas amené à jouer 20 parties de Resi Game, mais alors la profondeur du jeu, il n'y aura jamais 2 parties pareilles, hein. Est-ce que vous avez encore des questions? Vous pouvez, d'ailleurs, là, on est dans la phase de questions-réponses un peu plus longue. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez directement, hein. N'hésitez pas. Le chat est plus, j'allais dire, obligatoire. J'ai l'impression que pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de nouvelles envies. Moi, j'avais alors dans ces cas-là une dernière question parce que tu as dit qu'en fait, il y avait une fiche de tes comptes individuels et tu avais Hum. des objectifs au départ. Sur les impacts environnementaux, vous prenez quoi en compte? Donc impact environnementaux, on prend les gaz à effet de serre, parce qu'on a fait D'accord, des caps de ZER niveau 1 pour tous les cas types, enfin pour tous les systèmes et pour chaque culture en fait. Et on prend en compte les IFT. d'accord. Voilà. Et tout ce qui va être perte, parce que tu parlais bassin versant, donc je pense à perte de nitrate, par exemple, ça, c'est pas dedans. Non, Ok, on peut pas avoir ça. Pareil, c'est quelque chose qui a été assez rapidement écarté parce que sinon on finit par faire un simulateur et on voulait oui. vraiment rester sur un jeu. Là, ça commence à Voilà. être. Le jeu, il va être par exemple très complémentaire d'Ecofito, défi Ecofito. Défi Ecofito, on identifie les leviers un à un. L'intérêt de Resi Game, c'est vraiment de construire une stratégie. On rentre pas dans le détail de chaque action, mais on identifie lesquels vont ensemble, lesquels vont pas ensemble en fonction de son personnage, sa ferme et enfin, oui, ses attentes et sa ferme, principalement. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Il est 11h29, donc on va en venir, j'allais dire, à la conclusion voilà, de ce webinaire. Ça y est, je partage, donc je vous avais perdu. Déjà, je voulais remercier énormément donc, les 4 intervenants qui se sont prêtés au jeu de ce webinaire. Merci en plus à ces intervenants d'avoir gentiment fait des passages entre les présentations. Franchement, vous étiez au top. Merci aussi à toute l'Assemblée, voilà, pour vos, déjà, tout simplement d'avoir participé à ce webinaire et aussi pour vos questions. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc en introduction du webinaire, je vous donne rendez-vous, voilà, pour le prochain webinaire qui sera aussi sur la même thématique, donc sur l'évaluation face au changement climatique. Donc, cette fois-ci, mais avec une présentation, j'allais dire, de mise en situation, d'outils, d'approches, voilà, au travers de cas concrets pour arriver à situer comment on fait après avoir découvert les outils.
Donc 31 janvier, et d'ailleurs je vous ai mis 9h30, 11h30, pardon, c'est moi qui me suis trompée, ça sera l'après-midi et ça sera de 15h à 16h30. Donc je vais rectifier, je rectifie ça au moins à l'oral. Donc il me reste plus qu'à vous remercier encore une fois, tous et toutes, à vous souhaiter un bon appétit un petit poil en avance, et puis parce que probablement je ne vous verrai pas à ce moment-là, de bonnes fêtes de fin d'année tout de même. Voilà, merci beaucoup.